La salle principale du palais royal. Le chef de l'État donne à la jeune fille aux cheveux noirs qui est venue le voir le droit de choisir un époux. Ce droit est un remerciement à la jeune fille pour avoir gagné la guerre. La femme aux cheveux noirs ouvre grand les yeux. Elle s'attendait à une récompense complètement différente. La jeune fille n'avait pas encore pensé au mariage et à son futur élu. Elle pensait qu'elle rencontrerait son amour le moment venu. Le roi dit à la femme aux cheveux noirs que celui qu'elle choisira sera obligé de l'épouser. Les gens dans la salle commencent à chuchoter entre eux avec enthousiasme. Aucune des mères des jeunes aristocrates ne souhaite que la fille choisisse son fils. Le fait est qu'il n'y a pas de très bonnes rumeurs sur l'homme aux cheveux noirs. Certains pensent que cette guerrière est issue d'une tribu sauvage et qu'elle peut sentir le sang à plusieurs kilomètres. Pour comprendre toute la situation, il vaut la peine de se plonger dans l'histoire. Il y a 30 ans, l'habile guerrier Amir Pervaz sauva l'héritier de l'Empire. Au lieu de récompenser Amir, il lui ordonna d'exterminer la tribu Lur du Nord. Le fidèle guerrier accepta de réaliser le souhait du roi, même s'il comprit qu'il allait mourir. La tribu Lur était prête pour la guerre, contrairement aux troupes du royaume. Amir est mort. Après cela, ses fils ont commencé à diriger l'armée, mais ils sont également morts sur le champ de bataille. Ensuite, Asha, la fille d'Amir, a dû prendre le contrôle de l'armée. Cette fille aux cheveux noirs, comme son père, connaissait les affaires militaires. C'était une excellente cavalière et une maîtrise de l'épée sans faille. Les jours passèrent. Ashu a tenu bon avec ses dernières forces. Mener une bataille inégale n'est pas une tâche facile. La tribu Lur combattit désespérément, n'épargnant pas les soldats de l'empereur. Le nombre de cadavres dans les terres froides du Nord augmentait chaque heure. Asha a commencé à élaborer un plan de retraite. Mais un jour, un miracle s'est produit. L'armée de l'empereur a gagné. Mais la joie de cet événement ne resta pas longtemps dans le cœur de la femme brune. En raison de l'hiver rigoureux, l'approvisionnement en produits alimentaires de la tribu Pervaz a été interrompu. Les gens mouraient de faim. Bien sûr, le roi était au courant, mais il n'était pas pressé d'aider les habitants de ces terres. Comme toujours, Asha a dû sauver son peuple par elle-même. Un jour, la femme aux cheveux noirs reçut une lettre du chef de l'État. Le roi convoqua Asha dans son palais pour remercier la jeune fille pour son héroïsme. La femme aux cheveux noirs croyait l'homme. La jeune fille espérait que le roi donnerait de l'argent à la tribu Pervaz pour acheter de la nourriture. Cependant, le seigneur perfide et avide avait un plan complètement différent. L'homme a demandé à Asha quel âge elle avait. « 22, votre grâce », répondit la femme aux cheveux noirs. Le roi a noté que les jeunes filles se marient généralement à cet âge. Ne vous ont-ils pas encore proposé? La deuxième question. Asha dit à voix basse qu'on ne lui avait pas encore vraiment proposé de le faire. Le roi sourit sinistrement. « Je t'accorde le droit de choisir ton époux. Je considère cela comme une récompense pour la victoire. » C'est comme ça que tout s'est passé. Maintenant, Asha est confuse. Elle ne sait pas comment réagir aux paroles du roi. Et l'homme profite de l'état de la jeune fille. Il demande aux serviteurs de donner à Asha les listes des aristocrates. Une fille peut choisir n'importe lequel des hommes proposés. Les noms des aristocrates au début de la liste indiquent le rang élevé de leur famille. Mais la réputation de la tribu perroise ne va-t-elle pas en pâtir si je choisis quelqu'un qui ne veut pas m'épouser? Demande Asha. Le roi dit que dans ce cas, la famille de l'élu doit verser une compensation monétaire. Les cheveux noirs regardent dans le couloir. Une fille veut choisir quelqu'un qui la déteste pour gagner de l'argent. La seule question est de savoir combien les parents du malheureux seront prêts à payer. Ash devrait choisir un aristocrate issu d'une famille très riche. Et il y en a un dans le hall. Aux cheveux noirs dit haut et fort qu'elle veut épouser le duc de Carlisle Haven. Il s'agit d'un membre de la famille royale, un prince temporairement privé de pouvoir et d'autorité. Carlisle est plutôt beau mec. Cheveux roux foncés, presque cramoisis, yeux orange. L'apparence de cet aristocrate est fascinante. Carlisle a été déchu de son statut de prince héritier il y a seulement 4 jours. Tout cela à cause de la dispute du garçon avec son père, le roi. Asha dit innocemment au chef de l'État que Carlisle est sur la liste des aristocrates qui lui sont proposés. D'ailleurs, il est là en premier lieu. Le roi serre les dents de rage. Il supposait qu'Ashi choisirait un homme riche, mais que cet homme riche serait son fils. L'homme se retient à peine pour ne pas chasser la jeune fille. Asha rappelle à la reine que si elle refuse, sa famille devra verser une compensation monétaire au chef de la tribu Pervaz. L'homme perce l'homme aux cheveux noirs avec un regard colérique. Les gens dans la salle se mettent à chuchoter. Mais cette fois, pas sur l'origine d'Asha, mais sur la stupidité du roi lui-même. S'il ne veut pas donner son fils à la femme aux cheveux noirs,
Il a le droit d'exiger de l'argent. Autrement dit, la reine devra toujours payer la fille pour la victoire dans la guerre sanglante. La seule question est de savoir quelle sera la récompense. De l'argent ou un membre de la famille royale. Soudain, Caraïl se lève et s'approche de la femme aux cheveux noirs. « Marquis Pervaz », sourit le garçon d'un air moqueur. « J'accepte votre offre de tout cœur. » Asha se fige sur place. Son plan a échoué. Tout ce dont une fille a besoin maintenant, c'est d'argent. Pas d'un homme, même très beau. La femme aux cheveux noirs réfléchit à ce qu'elle doit faire maintenant. Sa confusion amuse le garçon. Il cligna des yeux. « Bonne chance, ma chérie. » Carlyle perçoit le mariage avec Asha Pervaz comme une sorte de jeu. Salon royal. Carlisle est assis dans un fauteuil en train de boire du thé. Asha entre dans la pièce. Elle salue le garçon et lui demande pourquoi il l'a appelé. Dans le même temps, l'homme aux cheveux noirs appelle sa fiancée le prince héritier. Carlisle sourit sournoisement et rappelle à sa femme qu'il a été déchu de ce titre. Comme nous le savons, cela s'est produit très récemment, lorsqu'Asha est arrivé dans la capitale avec son armée. Des rumeurs se répandirent dans la ville selon lesquelles Carlyle avait séduit la maîtresse de son père. L'homme aux cheveux noirs n'en fut pas du tout surpris. Le roi est une personne cupide, égoïste et capricieuse. Pourquoi ses enfants seraient-ils différents? Le type croise les bras sur sa poitrine. « Tu es resté trop longtemps silencieux. » Carlyle devine qu'Asha a un œil sur lui. Le jeune homme espère avoir tort, car il sera très difficile d'interagir avec une fille éperdument amoureuse. Pas du tout. Asha parla enfin. La jeune fille croise les mains sur ses genoux et dit qu'elle est jalouse du corps de son futur mari. C'est en partie vrai. Bien que Carlyle soit grand, ce qui en fait une cible évidente sur le champ de bataille, il a des muscles entraînés. Asha aimerait être aussi forte que Carlyle, mais c'est presque impossible. La discussion sur les muscles et la force fait rougir légèrement Carlyle. Allons-nous parler de notre accord? Le garçon change de sujet. Cela ne dérange pas Asha. La seule chose qu'elle ne comprend pas, c'est de quel genre d'accord Carlyle parle. Le gars laisse échapper un rire méprisant. « Tu pensais vraiment que j'avais accepté ce mariage parce que je suis tombé amoureux de toi ?» Aux cheveux noirs demande au jeune homme ce qu'il attend d'elle. Carlyle dit que son père l'a privé du statut d'héritier du trône pendant 3 ans. Pendant ce temps, le garçon aimerait servir Pervaz. Asha est surprise. Elle ne pouvait même pas imaginer qu'un des membres de la famille royale prêterait attention à la terre de feu l'émir. Mais l'homme aux cheveux noirs n'est pas non plus pressé d'être heureux. Carlyle ne travaillera certainement pas pour le bien des autres comme ça. D'ailleurs, que se passera-t-il à l'expiration de la peine du prince? Le garçon quittera-t-il les habitants de Pervaz? Entre les mains de qui cette terre finira-t-elle? Carlyle répond qu'il va divorcer d'Ashia lorsque son père rétablira son statut. Larousse prévient également Asha qu'il ne la traitera pas comme sa femme. Si la fille accepte cela et n'essaie pas de faire tomber Carlyle amoureux d'elle, il n'épargnera pas d'argent pour le soutien financier des terres Pervaz. La jeune fille ouvre grand les yeux. Les paroles de Carlyle la rendent suspicieuse. Asha pense que Carlyle veut acquérir de l'expérience en dirigeant ses terres et ensuite les quitter. Aux cheveux noirs propose au garçon de conclure un contrat. Le contrat, selon lequel Carlyle sera obligé de fournir un soutien financier pour les terres de Pervaz pendant 3 ans. La jeune fille ne cache pas sa méfiance envers Larousse, mais il n'est pas offensé. Le garçon, au contraire, aime l'attitude résolument froide de sa future épouse à son égard. Carlyle sourit du coin de la bouche. Nous nous entendrons très bien. Quelques jours plus tard, la chambre de Larousse. Lionel Bailey, l'ami de Carlyle, lit attentivement le contrat qu'Asha a envoyé au duc. Messieurs, le document est correctement complété. Et cela est surprenant compte tenu de l'origine de la femme aux cheveux noirs et de sa biographie douteuse. Lionel, comme le roi, n'est pas très content du mariage de Carlyle avec la marquise Pervaz. Larousse hausse les épaules. C'est seulement pour 3 ans. En plus, épouser ce sauvage m'aidera à me débarrasser de vieilles choses qui n'ont pas leur place chez moi. Le garçon parle de certains membres de sa famille. Dès l'âge de 15 ans, Carlyle vit sur le champ de bataille. Le roi n'épargna pas la santé de son fils et envoya sans hésitation le jeune prince aux tâches les plus dangereuses. L'homme a fait cela à cause de sa nouvelle épouse, qui détestait tout simplement Carlyle. Elle a prié Dieu pour que son beau-fils meure au combat. La nouvelle reine voulait que son fils devienne l'héritier du trône. Mais malgré la haine de son père et de sa belle-mère et de nombreuses batailles, Carlyle vécut jusqu'à la fin de la Grande Guerre et rentra chez lui. Le peuple a accueilli le prince héritier très chaleureusement. La reine Béatrice, la seconde épouse du roi, n'aimait pas cela. Elle se promettait à tout prix de ternir la réputation du jeune homme
et de le priver du titre de prince héritier. Et la reine a réussi à le faire. Quelques jours après le retour de la guerre du jeune prince, Viviana Lowry, la maîtresse du roi, annonça à son mari que Carlyle était entré par effraction dans sa chambre. Le garçon a dit qu'il confondait simplement la porte. Mais le roi ne l'a pas écouté. Il informa son fils qu'il le privait du titre de prince héritier pendant 3 ans. C'est comme ça que tout s'est passé. Carlyle sait que l'impératrice a monté cette scène avec Viviane. Le plan de Béatrice était de faire d'une pierre 2 coups, se débarrasser à la fois de son beau-fils et de la maîtresse de son mari. La rousse est sûre que la reine tentera par toutes ses forces d'empêcher la restauration de son titre. Elle cherchera à assurer le trône à Mathias. Mais Carlyle ne va pas abandonner si facilement ce qui lui revient de droit. Le gars se lève brusquement et frappe la table avec la main. « Le trône sera à moi. Je tuerai quiconque empiète sur lui. » Mais pour lutter contre ses ennemis, Carlyle doit accroître son pouvoir et son influence. Le gars veut le faire à Pervasa, où vous déménagerez après avoir épousé Ashia. « Alors tu vas épouser une femme que tu as vue pour la première fois il y a seulement 2 jours ?» demande timidement Lionel. « Vous ne la connaissez pas du tout. » La rousse dit que ce n'est pas tout à fait le cas. Il devait communiquer avec Asha. Un jour, le garçon se promenait dans la capitale de l'Empire. Il a erré dans une zone plutôt dangereuse, où les ivrognes locaux l'attaquaient. L'un d'eux a dit au serveur qu'il devait montrer son laissez-passer pour venir ici. Pendant ce temps, 2 autres hommes ont commencé à attacher Carlyle, le menaçant de mort. L'homme aux cheveux roux était vêtu d'une simple cape de route avec une capuche, de sorte que les ivrognes ne l'ont pas reconnu comme un prince. Carlyle était prudent car l'un des hommes avait un couteau. Soudain, la voix mécontente de quelqu'un se fit entendre quelque part. « 3 contre 1 ? Pas juste, nous y participerons également. » Les ivrognes tournèrent la tête sur le côté et virent une fille aux cheveux noirs et un jeune homme. Une bagarre a commencé. Un étranger a assommé l'un des ivrognes. Les 2 autres étaient détenus par son compagnon. Il a demandé à la jeune fille s'il avait besoin de tuer les captifs. « Pas besoin, dit la femme aux cheveux noirs. Laissons-les ici. » La jeune fille a poussé l'un des hommes à terre. 2 autres ivrognes ont emmené leurs camarades et sont partis. Aux cheveux noirs, son partenaire et Carlyle restèrent seuls. Le prince sourit et remercia la jeune fille. Il a également promis de la payer pour son sauvetage. Le jeune homme aux cheveux noirs a demandé à l'homme aux cheveux roux de lui recommander des hôtels pas chers dans la capitale. « Tout est très cher ici, » a ajouté Asha, « et nous n'avons presque pas d'argent. » L'homme aux cheveux roux tourna le dos au garçon et à la fille et leur ordonna de le suivre. Il a conduit Asha, son partenaire et 3 autres jeunes hommes au palais, où ils ont pu se reposer correctement. Retour à Carlyle et à son ami. Lionel est étonné par l'histoire de la rousse. « Alors, ce jour-là, tu es revenu si tard à cause de la marquise Pervase et de sa meute de sauvages ?» Le gars s'assoit sur une chaise et croise les bras sur sa poitrine. Il dit qu'il ne pouvait pas faire autrement. Premièrement, il devait remercier Asha, et deuxièmement, elle allait recevoir le roi. Si les membres de la famille royale et d'autres aristocrates avaient vu la femme aux cheveux noirs dans les vêtements dans lesquels Carlyle l'avait rencontrée, ils ne l'auraient pas traitée de princesse sauvage, mais de mendiante. Pendant ce temps à l'hôtel, Asha a déjà parlé à ses amis du contrat avec le fils du roi. Les gars, c'est un euphémisme, ne sont pas satisfaits de la décision de la femme aux cheveux noirs. Ils pensent que Carlyle veut juste utiliser la fille. Même si c'est le cas, répond Asha d'un ton calme, je m'en fiche. La jeune fille est prête à se vendre à n'importe qui, si elle parvient ainsi à sauver les habitants de Pervase. Pour l'argent que Carlyle est obligé de payer conformément au contrat, il est possible de soigner des milliers de blessés pendant la guerre avec la tribulure et de semer du blé dans tous les champs du pays. Les amis de la fille soupirent. Ils comprennent qu'il ne sert à rien de discuter avec Asha. Elle ressemble beaucoup à son père. Elle est tout aussi têtue et dévouée à sa patrie. L'homme aux cheveux noirs, qui a aidé la jeune fille à combattre les bandits, demande quand aura lieu la cérémonie de mariage. Le ton du jeune homme est triste. Le gars a très peur pour la marquise. Les membres de la famille royale peuvent faire ce qu'ils veulent avec une fille. Aux cheveux noirs dit que, heureusement, il n'y aura pas de mariage somptueux à grande échelle. Carlyle et la jeune fille prononceront leurs vœux de mariage et se rendront immédiatement à Pervase après cela. Les amis de la jeune fille sont surpris. Le roi s'est-il tellement disputé avec son fils qu'il n'a pas voulu lui organiser un beau mariage. Mais c'est le moindre des soucis des gars en ce moment. Le mariage des membres de la famille royale, même s'il est très modeste, peut s'étendre sur plusieurs mois. Et les habitants de Pervase ont besoin d'aide maintenant. Dans quelques jours, Asha entre dans la chambre de Carlyle.
La jeune fille, sans saluer, demande au duc quand ils pourront quitter la capitale. Aux cheveux noirs veut rentrer chez lui le plus tôt possible. Cependant, Carlyle ne comprend pas très bien ses paroles. Il pense qu'Asha veut bientôt quitter le palais pour célébrer le mariage sur ses terres. Et le gars n'aime pas beaucoup ça. Ils ont convenu qu'il n'y aurait même pas la moindre trace de romance dans leur relation. Le jeune homme croise les bras sur sa poitrine et demande assez grossièrement pourquoi Asha est si pressé. Un amant l'attend-il dans la patrie? L'homme aux cheveux noirs se fige sur place. La question ironique de Carlyle la troubla un peu. Après tout, la jeune fille rassemble ses pensées. Elle dit à la rousse qu'elle souhaite revenir par l'intermédiaire des habitants de Pervaz. Ils ont besoin de médicaments et de nourriture. C'est maintenant au tour de Carlyle d'être embarrassé. Le garçon a un peu honte de son comportement. « Comment ai-je eu l'idée qu'elle voulait de la romance? C'est une fille guerrière !» dit l'homme aux cheveux roux dans sa tête. Le gars assure à Asha qu'il essaiera de tout terminer le plus rapidement possible. « Eh bien, monsieur Lubar, » dit Carlyle à la petite femme potelée qui se tient à côté de lui, « vous pouvez vous mettre au travail. » Madame Lubar et plusieurs autres femmes s'approchent d'Asha. Ils vont en faire la femme du duc. 30 minutes plus tard, Asha retourne dans la chambre de son fiancé. La jeune fille ne ressemble plus à une guerrière. Ses cheveux noirs, toujours indisciplinés, sont maintenant ramenés en un chignon soigné. Au lieu d'un confortable costume en cuir, la jeune fille porte une élégante robe beige. Carlyle est impressionné. Il ne pouvait pas imaginer que son épouse ressemblerait un jour à une vraie dame. Marquise dit qu'il lui est difficile de respirer à cause du corset que Madame Lubar lui a fait porter. L'expression dramatique de la femme aux cheveux noirs amuse Carlyle. Le gars rit tellement qu'il en a mal au ventre. La jeune fille fronce les sourcils. Asha n'aime pas la réaction du jeune homme face à sa souffrance. La rousse arrête enfin de rire. Si vous agissez ainsi lors d'un mariage, les gens vont penser que vous êtes malheureux. Il dit. Les invités répandront des rumeurs selon lesquelles Carlyle voulait épouser Asha, et non l'inverse. Madame Lubar demande au garçon si la robe de la femme aux cheveux noirs est trop simple pour la cérémonie de mariage. Mais le jeune homme est satisfait de tout. Il dit qu'il a également préparé quelque chose pour sa future épouse. L'un des domestiques tend au garçon une petite boîte rouge. Le jeune homme l'ouvre. À l'intérieur se trouve le collier de rubis de la défunte mère de Carlyle, la reine Evelyne. Madame Lubar est surprise que le garçon veuille offrir à Asha un tel ornement. Tous les mariés n'offriront pas à leur future épouse les bijoux d'une personne qui lui tenait à cœur. Asha elle-même ne comprend pas pourquoi Carlyle a fait cela. Mais les mots suivants du jeune homme choquent encore plus l'homme aux cheveux noirs. « Vous pouvez acheter une centaine de chevaux de guerre pour cet ornement. » La jeune fille ouvre grand les yeux. Le roux attache le collier autour du cou de sa future épouse. « Considérez ceci comme mon premier paiement. » Asha ne bouge pas. Elle se sent généralement étrangement. La jeune fille n'avait jamais porté de robe auparavant, et personne ne lui a donné de bijoux. Carlyle est sur le point de s'éloigner de la fille lorsqu'il sent une odeur agréable. Le jeune homme demande à Asha si elle utilisait du parfum. « Donc !» La fille répond d'une voix tremblante. Elle a peur d'avoir fait quelque chose de mal. Peut-être qu'elle a choisi un mauvais parfum. La femme aux cheveux noirs raconte à son marié que les servantes lui proposent des parfums floraux ou fruités. Cependant, Asha n'aime pas les parfums aussi sucrés. Elle a choisi l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Carlyle se fige un instant. La fille le remarque et demande si tout va bien. Donc, l'arôme est merveilleux. Le jeune homme tourne brusquement la tête sur le côté. Le jeune homme a ainsi réagi au parfum choisi par la jeune fille, car sa défunte mère adorait le même parfum. Carlyle essaie de ne pas y penser. Le jeune homme sourit à la femme aux cheveux noirs et lui dit que le collier lui va bien. On dirait qu'il a trouvé son nouveau propriétaire. Carlyle touche la joue d'Asha avec sa main. Une seconde plus tard, il rompt le contact tactile avec l'homme aux cheveux noirs. Le jeune homme s'empresse de quitter la pièce, après avoir demandé au préalable à Madame Lubar de préparer une robe pour la cérémonie. Asha met sa main sur sa poitrine. Le cœur de la jeune fille bat à toute vitesse. Tout ça à cause du contact de Carlyle. L'homme aux cheveux noirs note mentalement que ses mains ressemblent à celles d'un guerrier. Et elle aime ça. Oui, Asha, ressaisis-toi, se dit la femme aux cheveux noirs dans son esprit. Maintenant, nous devons penser aux habitants de Pervaz et aux bénéfices qu'ils tireront de ce mariage. Quelques jours plus tard, la cérémonie d'Asha et Carlyle. Les gens se rassemblent dans l'église royale. Les aristocrates discutent entre eux du mariage de la marquise et du prince. Beaucoup n'arrivent toujours pas à croire que Carlyle épousera une princesse sauvage. De plus, le gaz avait une épouse. Voici Lady Cecilia, une fille blonde aux yeux dorés.
Le jeune homme a rompu ses fiançailles avec elle il y a seulement 2 semaines, à son retour de la guerre. Ils disent qu'ils se sont beaucoup disputés. Cependant, Cecilia ne peut pas lâcher la rousse. La jeune fille est obsédée par l'idée de devenir princesse héritière. Pour ce titre, elle est prête à attendre 3 ans jusqu'à ce que Carlisle divorce de la marquise Pervaz. Les nobles prennent place. Les musiciens commencent à jouer des trombones. Le roi, la reine et un homme de grande taille aux longs cheveux blonds entrent dans l'église. Il s'agit de Gabriel Knox, le prêtre le plus célèbre de l'Empire. Il organise des cérémonies de mariage pour les membres des familles royales depuis plusieurs décennies. En plus de son professionnalisme dans les affaires de l'Église, Gabriel est aussi un homme très gentil. S'il n'était pas prêtre, il recevrait chaque jour des centaines de lettres d'amour de femmes aristocratiques. Le roi et la reine sont assis sur les trônes. Le prêtre s'approche de la cathédrale. Tout le monde et tout est prêt pour la cérémonie. Il ne reste plus qu'à attendre les mariés. Des sourires mordants sur les visages des invités. Les aristocrates sont sûrs qu'Asha se déshonorera, ainsi que le prince Carlisle. Enfin, l'un des nobles annonce les noms des jeunes mariés. Carlisle et Asha entrent dans le hall. La femme aux cheveux noirs, comme il sied à une mariée, tient dans ses mains un bouquet de fleurs. La jeune fille essaie de ne pas regarder les visages des aristocrates. Elle ne veut pas voir ces sourires tendus, ce dégoût dans le regard des riches. Mais les aristocrates ne sont pas pressés de discuter des défauts d'Asha. Leur attention fut attirée par le collier autour du cou de la jeune fille. Tous les nobles savent qu'il appartenait à la personne chère au prince, l'impératrice Evelyne. De telles décorations ne sont données à personne. Est-ce que ce sauvage lui dit quelque chose? Se dit Cécile. Le prêtre sourit et demande à tous ceux qui se sont levés pour mieux voir les mariés de prendre place. Les aristocrates répondent immédiatement à la demande de Gabriel. La blonde annonce le début de la cérémonie. Ensuite, l'homme commence à dire quelque chose sur les dieux de l'harmonie, de l'amour et de l'harmonie. Il leur demande de protéger le couple. L'homme aux cheveux noirs n'est pas du tout intéressé à écouter tout cela. Les habitants de Pervaz croient en Dieu, mais leurs prières ne sont pas si pathétiques. Il semble à Asha que les habitants de la capitale vivent de manière très ennuyeuse, et tout le sens de leur vie est de se vanter devant les autres, de démontrer leur grandeur et leur gloire imaginaire. Avec ces pensées, la jeune fille ne remarque pas comment se termine la partie principale de la cérémonie. Le prêtre dit aux jeunes mariés qu'il est temps d'échanger les alliances. Carlisle sort une boîte de sa poche avec une bague rubis à l'intérieur. Le garçon met les bijoux aux doigts d'Asha. En même temps, il murmure à la jeune fille qu'elle pourra vendre la bague de fiançailles aux enchères. Là, ils lui offriront de l'argent fou. Asha n'obtiendra pas grand-chose, même d'un bijoutier. La jeune fille hoche la tête et met l'alliance de son fiancé à son doigt. Le prêtre remet à Carlisle et Asha un livre sacré qu'ils doivent signer. Le père Gabriel donne alors le livre au roi pour qu'il le scelle en signe de bénédiction pour ce mariage. Le vieil homme gourmand le fait en serrant les dents. Le prêtre dit solennellement que Carlisle et Asha sont désormais mari et femme. La rousse regarde autour de la pièce et sourit. Les expressions mécontentes sur les visages des aristocrates l'amusent. Gabriel dit que le garçon et la fille doivent s'embrasser pour sceller leurs vœux. La fille aux cheveux noirs est un peu inquiète. Elle ne sait pas si son mari sera contre elle. Il a lui-même dit qu'il ne devrait pas y avoir un iota de romance dans leur relation. Mais d'un autre côté, ce baiser est une formalité nécessaire. L'expression du visage du jeune homme est joyeuse. On dirait que le gars prépare quelque chose. Après quelques secondes, il se penche vers la jeune fille brune et l'embrasse. Le baiser s'éternisa. Le vieil homme ne lâche la femme aux cheveux noirs que lorsqu'elle le pousse légèrement. Heureusement, aucun des invités n'a remarqué ce geste. La jeune fille s'essuie la bouche avec la paume de sa main. « Connaissez la mesure, Votre Altesse. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas apprécié le baiser. » La fille aux cheveux noirs ne s'attendait tout simplement pas à ça. Le gars lève les yeux et dit qu'il voulait s'amuser. Car lors de telles cérémonies, on peut mourir d'ennui. La jeune fille est d'accord avec cela. Elle-même en avait assez de rester debout et de regarder par la fenêtre. « Les dieux vous regardent, le ton du prêtre est instructif. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Nettoyez votre corps et votre esprit. » Le roux fredonne. « Je suis sûre que les dieux comprendront et pardonneront la passion des jeunes mariés. » Le curé ne répond pas. 15 minutes plus tard, la cérémonie se termine. Le jour suivant, chambre aux cheveux noirs. Asha devra rester dans la capitale. La jeune fille ordonne à ses partenaires d'aller à Pervaz. Ils doivent y apporter certaines fournitures. De plus, vous devez préparer une chambre pour Carlisle. 1 mois plus tard, les amis de la fille vont à Pervaz. Ils sont heureux de rentrer chez eux, il y a un problème. Comment informer les habitants de Pervaz du mariage d'Asha et Carlisle?
2 heures passent, la porte de la ville est ouverte. Les amis d'Asha arrivent, suivis des chevaliers. L'un des habitants de Pervaz demande tranquillement aux soldats qui sont ces chevaliers, et ce qu'ils font ici. Quelqu'un a-t-il décidé d'attaquer Pervaz? Mais il est peu probable que la ville soit désormais en mesure de se défendre. Des années de guerre sanglante l'avaient épuisée. Non, non, tout va bien, s'empresse de rassurer la femme avec l'un des amis d'Asha. Ce sont des chevaliers du palais royal. La marquise a épousé le prince. Les gens s'approchent du garçon. Ils sont mécontents qu'Asha soit devenu membre de la famille royale. Comment avez-vous pu livrer notre marquise entre les griffes de ces gens insatiables? Demande quelqu'un. L'ami d'Asha sourit d'un air coupable et dit que tu ne changeras rien. En plus, ce n'est que pour 3 ans. La seule chose qui reste aux guerriers est de prier pour Asha et de préparer une chambre pour le prince. Quelques jours plus tard, la capitale, le palais royal. Carlyle boit du thé dans son bureau avec son père et son jeune frère. L'ambiance est assez tendue. L'homme aux cheveux roux n'est pas très content de voir le roi, car il lui a pris son titre, croyant à un mensonge éhonté sur la relation entre le jeune prince et Viviane. Mais le garçon ne montre pas sa colère. Le jeune homme sourit à son frère et lui dit qu'il est désormais obligé de protéger la partie sud de l'État. Le jeune prince peut poser quelques questions à Carlyle. Le jeune homme se fera un plaisir de parler au nouveau prince héritier des nuances des affaires militaires. Mais le blond, semble-t-il, n'est pas prêt pour ça. « Pourquoi devrais-je défendre le Sud ?» demande Mathias. Larousse fronce les sourcils. Son jeune frère ne connaît-il pas les devoirs du prince héritier? Auparavant, comme nous le savons, ces fonctions étaient exercées par Carlyle. Et cela continuerait si quelqu'un ne décidait pas de s'en débarrasser. Le roux dit à son frère qu'il devra détruire les monstres locaux et s'occuper de petites choses. Le blond jette un regard excité à son père. L'expression du visage du roi est mécontente. L'homme se rend compte qu'il a commis une erreur en privant Carlyle de son titre. Le mari de Mathias l'aime bien sûr plus que son fils aîné, mais le blond est encore très jeune. De plus, il n'a jamais été sur le champ de bataille et il est peu probable qu'il soit en mesure de faire face aux problèmes militaires. « D'accord, je m'en occuperai plus tard », dit l'homme dans son esprit. Désormais, il s'intéresse davantage à l'argent que Carlyle a promis d'allouer au développement de Pervaz. Il semble à la reine que 50 millions de verrons, c'est trop pour une petite ville comme Pervaz. Mathias, voulant flatter son père, est d'accord avec lui. Billy avait dit qu'1 million est largement suffisant pour Pervaz. Larousse est agacé par ses propos. Comme Mathias, cet enfant élevé dans une serre chaude peut dire de telles choses. Pervaz s'est battu pendant 28 ans. Pendant ce temps, les troupes ennemies détruisirent près de la moitié de la ville. Et combien de personnes sont mortes sur le champ de bataille? C'est effrayant à imaginer. Pervaz doit maintenant être restaurée. Mais la ville ne manque ni de ressources humaines ni matérielles. La famille royale est simplement obligée d'aider. Le roi serre les dents de rage. Mathias baisse les yeux. Il a honte de ses paroles. Le roux se lève et avec un léger sourire sur le visage dit à son père de mieux enseigner à Mathias. Après tout, la blonde a de nombreuses nouvelles responsabilités. Désormais, il ne pourra plus simplement s'asseoir sur le trône et écouter les louanges de ses sujets. Mathias va devoir travailler dur. Plusieurs heures passent. Le bureau de Larousse. Le garçon s'assoit sur sa chaise et raconte à Asha et à l'homme gris et costaud sa conversation avec son père et son frère. Au même moment, le garçon rit bruyamment. Vous auriez dû voir leur tête. Ils ne comprennent pas ce qui les attend. Mais diriger l'armée d'un royaume n'est-il pas un atout? Demande Asha. L'homme aux cheveux noirs ne comprend pas vraiment pourquoi Carlyle ne veut pas continuer à exercer au moins ses fonctions liées à l'armée. Le jeune homme dit que cela ne lui donnera rien. Le chef de l'armée n'est qu'un lien entre le roi et les militaires. Le commandant accomplit tous les caprices du roi et est en même temps responsable de la défaite de l'armée. C'est un tel paradoxe. Je me demande ce qui m'arriverait si je perdais ne serait-ce qu'une seule fois, dit Carlyle. Asha suggère que l'ancien prince héritier aurait pu être torturé, ou, dans le meilleur des cas, privé le droit au trône. La femme aux cheveux noirs porte la main à son cœur. Je commence à vous admirer, votre grâce. Vous avez traversé tant d'épreuves. Larousse se fige sur place. Il ne s'attendait pas à entendre cela de la part de sa femme. Le jeune homme demande à l'homme aux cheveux noirs si c'était un compliment ou une moquerie. « Bien sûr, un compliment », dit Asha. Un homme aux cheveux gris intervient dans la conversation entre un garçon et une fille. Il dit au prince d'un ton sérieux qu'il doit donc parler à Asha de ses projets pour Pervaz. Le roux met une main sur son menton. « Eh bien, vous avez raison, Sir Alphée. J'écouterai vos paroles. » Le gars semble avoir beaucoup de respect pour cet homme. Seul Carlyle veut commencer l'histoire de ses réflexions sur l'avenir.
car il se souvient que l'homme aux cheveux gris et Asha ne se connaissent pas du tout. Cela doit être corrigé. Le garçon dit que le sévère monsieur aux cheveux gris est le vicomte Giles Lafeld. Il est le mentor de Carlyle et son conseiller financier. Aussi étrange que cela puisse paraître, cet homme, plus que toute autre personne dans le royaume, était contre le mariage de Carlyle et Asha. Le vicomte est sceptique quant à la femme aux cheveux noirs. Il ne lui fait pas confiance. Il semble à l'homme que la marquise veut juste soutirer plus d'argent à Carlyle. Pour tester cela, le vicomte demande à la jeune fille ce qu'elle sait du garçon. Cette question était inattendue pour la femme aux cheveux noirs, mais elle ne veut pas éveiller encore plus les soupçons de l'homme, alors elle essaie de rappeler quelques faits sur Carlyle. Après quelques secondes, la jeune fille dit que Carlyle est le fils aîné du roi et le meilleur chevalier du royaume. Droite! L'homme hoche la tête. Il dit également que son Altesse est née sous la bénédiction d'Agérissi, le dieu des guerres et des victoires. La prophétie est venue du ciel. Un Carlyle adulte a pu prouver sa vérité. C'était l'homme aux cheveux roux qui maintenait la paix dans tout le royaume. Bien sûr, le prix que Carlyle devait payer pour cette paix était élevé. Le vicomte serre le poing. « Et que voit-on maintenant » dit-il d'un ton sévère. Celui qui était prêt à donner sa vie pour le bien de l'État est privé du titre de prince héritier. Le vicomte dit qu'Asha doit aider Carlyle à retrouver son droit au trône. La jeune fille demande ce qu'elle peut faire exactement pour sa seigneurie le prince. L'homme affirme que la reine Béatrice et le prince Mathias ne cesseront de tenter de ternir la réputation de son Altesse. Le vicomte espère qu'Asha protégera Carlyle. La femme aux cheveux noirs assure à son mari qu'il n'y aura aucun problème avec cela. Carlyle sourit doucement. L'enthousiasme de sa femme émeut le roux. Le gars dit qu'il peut se protéger. Quant à Asha, le jeune homme souhaite que la fille soit son soutien et son soutien. Le vicomte dit que Béatrice fera tout pour séparer la femme aux cheveux noirs et Carlyle. Les actions de la reine peuvent être imprévisibles, alors Asha et la rousse doivent faire attention. La jeune fille devine que le vicomte parle de trahison, mais de l'avis de la femme aux cheveux noirs, se préparer à une telle chose à Pervasa n'est pas très intelligent. Si quelque chose arrive, le prince ne pourra même pas se rendre rapidement dans la capitale. Le roux sourit et dit que ça l'inquiète aussi. Pendant qu'il combattait, la reine renforçait sa position. Parubkov devra s'efforcer de la vaincre. Mais il est encore trop tôt pour parler de la dénonciation de Béatrice et Mathias. Tout d'abord, le garçon doit retrouver son droit au trône. C'est une bonne chose que Carlyle ait le soutien du peuple dans cette affaire. Asha dit au roux de prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il déménage à Pervaz. Là, elle ne s'immiscera plus dans les affaires du jeune homme. Aux cheveux noirs promet de tout faire pour assurer sa sécurité. La jeune fille espère qu'elle et Carlyle passeront 3 ans en paix, puis ils se sépareront tout aussi paisiblement. Le jeune homme est heureux qu'Asha s'inquiète pour lui. Il demande à la jeune fille de ne pas oublier sa propre sécurité. L'homme aux cheveux noirs se fige sur place. Carlyle prendra-t-il soin d'elle? Mais pourquoi en a-t-il besoin? Quelques jours plus tard, Asha et Carlyle doivent se rendre à Pervaz aujourd'hui. Les choses dont l'homme aux cheveux roux a promis de fournir à la ville sont déjà prêtes. Il y a plus de 2 douzaines de wagons dans la cour royale. Asha est pour le moins choqué par la générosité de Carlyle. Il est étrange que le fils du roi, prêt à s'étouffer avec chaque centime, dépense beaucoup d'argent dans une ville étrangère. La jeune fille est convaincue d'avoir fait le bon choix. Sans son mariage avec Carlyle, les habitants de Pervaz mourraient tout simplement de faim. L'homme aux cheveux noirs et le garçon montent dans la voiture. 2 heures plus tard, l'équipage s'arrête dans une petite ville. Carlyle sort de la voiture pour saluer la foule enthousiaste. Aux cheveux noirs, observant cette photo, constate que le garçon est plus aimé qu'elle ne le pensait. Il a dû gagner la confiance grâce à ses nombreuses batailles avec ses ennemis. La fille dit à Lionel que Carlyle aime les gens. Est-ce de l'ironie? L'ami du jeune homme est surpris. Lionel affirme que la nationalité du prince fait partie du plan. Le garçon doit parler gentiment avec les gens ordinaires afin de gagner leur soutien. Il lui sera alors plus facile de vaincre Mathias et Béatrice. Après quelques minutes, l'homme aux cheveux roux regagne la voiture. Il demande à Lionel où ils devront répéter ce spectacle. À Ovendam. L'homme regarde la liste. Nous y serons dans 2 jours. L'homme aux cheveux noirs ne détourne pas son regard de reproche de Carlyle. Et il le sent. Le jeune homme demande à la jeune fille ce qui s'est passé. Il semble à Asha que le garçon n'est pas très honnête avec ses gens. Ils sont si sincèrement heureux de l'arrivée du prince héritier, mais il prétend seulement qu'il aime communiquer avec le peuple. « Es-tu en train de dire que je ne devrais pas faire ça ?» demande le gars. Le jeune homme dit que les gens l'aiment et qu'il est prêt à être leur dieu.
Il n'y a rien de tel ici. Asha est d'accord avec cela. Vous n'avez pas besoin de chercher une raison là où il n'y en a pas, dit la fille dans son esprit. Soirée. L'équipage s'arrête près d'un lac. Le clair de lune se reflète sur la surface de l'eau. Il y a du silence tout autour, seul le bruissement silencieux des arbres se fait entendre. L'un des chevaliers de Carlisle ordonne à ses amis de faire du feu afin de faire fuir les animaux sauvages. De plus, des agents de sécurité doivent être en service autour de l'équipage. Au bout de quelques minutes, les assistants de la rousse montent la tente. L'un des serviteurs dit à Ash et Carlyle qu'il y a déplacé les choses dont ils ont besoin. La rousse sourit. « Merci, si j'ai besoin de quoi que ce soit, j'appelle. » Le domestique dit au revoir au couple. La jeune fille dit au garçon que le domestique a dû accidentellement déplacer leurs affaires dans la même tente. « Veux-tu vraiment dormir loin de moi? » L'homme aux cheveux roux penche la tête sur le côté. Asha, bégayant, répond que le jeune homme a un peu mal compris tout. Mais Carlyle ne l'écoute pas. Il dit à la jeune fille de ne pas faire souffrir les domestiques et de simplement le suivre. Le garçon se lève et descend de la voiture. La tante de la fille aux cheveux noirs et du garçon. Carlyle se tient devant Ashia dans un pantalon. La fille tient la chemise du garçon dans ses mains. « Je vais essayer de tout faire correctement. » Il y a 20 minutes. Asha quitte l'équipage. La fille aux cheveux noirs est un peu inquiète. Oui, elle devait dormir à côté des hommes en temps de guerre, mais c'était en plein air. Et ces hommes n'étaient que ses frères. Que pouvez-vous dire de Carlyle? Ce n'est pas qu'Asha ait été élevée avec la même rigueur que les filles de la capitale, mais elle n'arrive toujours pas à penser sereinement à coucher avec un garçon. La femme aux cheveux noirs va au lac pour se laver. Elle prend de l'eau avec ses paumes et la verse sur son visage. La jeune fille se promet qu'elle protégera toujours Pervaz, même au prix de sa propre vie. La fille va à la tente. Carlyle émerge de derrière l'arbre. Il observait tout le temps l'homme aux cheveux noirs. Le gars doit admettre que sa femme est une personne plutôt intéressante. Au moins, elle ne ressemble pas aux filles hautaines et idiotes que les membres de la famille royale épousent habituellement. Après quelques minutes, le jeune homme retourne à la tente. Là, il voit Asha étendre une couverture sur le sol. « Vas-tu dormir par terre ?» L'homme aux cheveux roux ne s'y attendait pas. La jeune fille dit qu'elle n'a pas d'autre choix. Carlyle enlève sa chemise noire. Le garçon regarde attentivement Asha. Il se demande comment une fille va réagir face à un homme à moitié nu devant elle. Mais le jeune homme a probablement oublié que sa femme s'est battue aux côtés des hommes presque toute sa vie. Aux cheveux noirs dit calmement à Carlyle quelque chose à propos des eaux froides. Et cela agace le jeune homme. Elle me regarde comme un animal et elle s'en fiche si je suis habillée ou pas. Mais l'homme aux cheveux roux lui-même a déclaré qu'il n'était marié que sur papier. Alors pourquoi être surpris? Mais maintenant, Carlyle regrette ses paroles sur le manque de romance. Ce n'est en quelque sorte pas intéressant du tout. Le jeune homme décide de s'amuser un peu. Il sourit à la fille. Déjà à son expression sournoise, l'homme aux cheveux noirs comprend que quelque chose ne va pas ici. Carlyle demande à Ash de l'aider à enfiler sa chemise de nuit. La jeune fille ouvre grand les yeux. Le comportement de la rousse est étrange et totalement illogique. Cependant, Asha décide de l'écouter. Après tout, à quoi ça sert? La jeune fille s'excuse auprès du garçon de ne pas avoir pensé à l'aider. C'est comme ça que tout s'est passé. Asha examine maintenant attentivement la chemise, ignorant Carlyle à moitié nue. Le gars sourit sournoisement et pétille des yeux, mais l'homme aux cheveux noirs ignore même cette provocation. La jeune fille demande au jeune homme de lui tendre la main. Il répond à sa demande. Asha, sans toucher l'homme aux cheveux roux, lui enfile adroitement une chemise. Celui aux cheveux noirs ferme les boutons et dit au garçon que tout est prêt. Il est silencieux. « Quelque chose ne va pas ?» demande la fille. Le jeune homme dit que tout va bien. Il est juste un peu triste. La jeune fille aux cheveux noirs se demande pourquoi. Mais Carlyle ne veut pas répondre à ces questions. Et que répondre? L'homme aux cheveux roux ne peut pas dire qu'il voulait jouer avec Ashia. Le jeune homme s'allonge sur le lit et tourne le dos à la jeune fille. Asha pense que le mécontentement du prince est dû au fait qu'elle lui a mal mis la chemise. Aux cheveux noirs décide de ne plus interroger Carlyle sur quoi que ce soit. Après tout, si quelque chose ne lui plaît pas, il peut simplement le dire. Pourquoi faire semblant d'être un enfant offensé? La fille elle-même décide d'aller se coucher. Lui et Carlyle devraient se lever tôt demain. Le gars dit qu'il va éteindre les lumières. Les cheveux noirs ne s'y opposent pas. Le jeune homme jette un regard excité à la jeune fille et lui demande si elle se sent à l'aise. La couverture semble trop mince à Carlyle. Asha sourit simplement à cela. Elle a dormi et pas dans de telles conditions. La rousse demande à la fille de parler un peu de Pervaz.
Parubok veut apprendre quelque chose sur la ville dans laquelle il vivra pendant 3 ans. Et ce n'est pas agréable d'arriver sur le territoire de quelqu'un d'autre sans préparation. Le garçon aux cheveux noirs demande ce qui l'intéresse exactement. Le climat, les gens, la situation géographique. Commençons par le climat, dit Carlyle. Les hivers sont-ils vraiment si froids là-bas? Il est difficile pour Asha de répondre à cette question, car elle n'a rien à quoi la comparer. Au cours des 22 années de sa vie, la jeune fille aux cheveux noirs n'a presque jamais quitté Pervaz pendant longtemps. Mais, selon les marchands, il y fait un froid si glacial qu'on peut geler toutes les parties de son corps. La rousse éclate de rire. Les paroles d'Asha l'ont réconfortée. « Avez-vous vraiment coupé la tête du chef des Lures ?» demande le garçon dès qu'il se calme. Il souhaite en savoir plus non seulement sur Pervaz, mais aussi sur sa femme. Diverses choses ont été dites à propos d'Asha, et l'homme aux cheveux roux voulait vérifier ce qui était vrai et ce qui n'était qu'un discours vide de sens. Aux cheveux noirs dit d'un ton indifférent qu'elle a vraiment tué le chef des Lures. Le jeune homme suppose qu'il devait être un guerrier capable. C'est vrai, mais le chef des barbares n'a définitivement pas atteint Amir Pervaz. Asha dit cela avec tristesse dans la voix. Elle est très triste sans son père et ses frères. La jeune fille raconte que grâce à Amir et à ses fils, elle a réussi à retirer le collier du cou de son principal ennemi, ceux qui a préservé sa jeunesse. Cette chose était le secret du pouvoir du chef des Lurkiens. Carlyle suggère qu'Amir Pervaz était un guerrier très habile. Asha dit que son père était aimé de tous les habitants de Pervaz. Il fut le seul à ne pas livrer la ville aux ennemis. Amir s'est battu pour sa patrie jusqu'à son dernier souffle. La rousse regarde le plafond. Amir Pervaz n'aurait pas dû mourir sur le champ de bataille, dit le jeune homme dans son esprit. C'était un vrai dirigeant qui choisissait chaque jour la liberté pour ses biens. Et ses fils et sa fille l'y aidèrent. Asha est devenue la même que son père. Elle est également prête à tout donner pour la paix dans sa patrie. Elle a donc reçu une récompense de l'empereur pour son courage et son mépris envers l'ennemi, pense l'homme aux cheveux roux. Peut-être que cette fille a surpassé son père. Le garçon commence à respecter Asha. Il aime son courage, sa bravoure et son dévouement envers son peuple. « Parlez-moi de vos frères » demande Carlyle. « Combien y en avait-il » Mais Asha ne répond pas à cette question. « Marquis Pervaz » Le garçon regarde le sol et voit que l'homme aux cheveux noirs dort profondément. « Capitale. Une des pièces du palais royal. »« Je ne peux pas faire ça !» Mathias crie. « Tu veux que j'aille combattre des monstres au lieu de ce connard de Carlyle ?» La simple pensée d'une bataille provoque la peur chez le prince cuit au four. Béatrice essaie de calmer son fils. Elle pose sa main sur son épaule et dit qu'elle a déjà pensé à tout. Quelques jours plus tard. Pervaz. La voiture de Carlyle et Ashi passe sur des nids de poules. Le roux qui regarde par la fenêtre dit que la situation est pire que ce à quoi il s'attendait. À Pervaza, tout ne se passe pas comme il se doit. Tous les environs sont des champs vides. Oui, il y a beaucoup de travail ici. Carlyle demande à l'homme aux cheveux noirs combien d'argent il prévoyait d'obtenir du roi. « Environ 1/2 million de verrons », répond la fille. La rousse renifle. Il est sûr qu'Asha a délibérément nommé un tel montant. C'est catastrophiquement petit pour une ville aussi délabrée. « Mais ne vous inquiétez pas, vous avez tiré la meilleure carte du jeu », dit le jeune homme d'un air suffisant. Asha comprend qu'il dit la vérité. Presque personne ne serait aussi généreux que la rousse. 15 minutes s'écoulent. L'équipage s'arrête à l'ancien château de la famille Pervaz. Asha descend la première de la voiture. La jeune fille prévient Carlyle que sa maison n'est pas dans le meilleur état possible. Mais la rousse s'en fiche. Une personne qui vit en première ligne depuis de nombreuses années ne se soucie pas de savoir où dormir. Carlyle n'est pas du tout comme son doux frère, habitué au réconfort. Mari et femme s'approchent des escaliers menant au château. Le couple est accueilli par un homme aux cheveux noirs, l'un des meilleurs amis de la femme aux cheveux noirs, Descartes. Il s'incline devant Asha et Carlyle. Force est de constater que l'homme est inquiet. Il n'avait pas encore reçu les membres de la famille royale à Pervaza. Asha touche l'épaule de Decker pour rassurer son ami. Blackhair et Carlyle entrent dans le palais. Les serviteurs et les servantes inclinent la tête devant la fille et le garçon. Des chevaliers aux cheveux roux se tiennent dehors. « Est-ce qu'on va rester ici ?» dit l'un d'eux avec mécontentement. Asha regarde autour d'elle. La rousse se fige sur place. Il ne s'attendait pas à ce que les chevaliers du palais se comportent aussi grossièrement. Mais l'heure n'est pas aux querelles. Le gars ignore tout simplement les paroles de son sujet. « Où je vis ?» se demande Carlyle. Il décida de changer rapidement de sujet pour éviter un silence gênant. Le jeune homme espère qu'Asha n'a pas été trop affecté par les paroles du chevalier.
Aux cheveux noirs prétend que rien ne s'est passé. Elle dit que ses assistants ont préparé tout le deuxième étage pour Carlisle. Le gars est quelque peu surpris. Le deuxième étage des châteaux est l'endroit où vit le seigneur avec sa famille. Aux cheveux noirs dit qu'elle peut vivre au premier étage. Pourtant, Carlisle est au-dessus d'elle en termes de statut. En plus, il est un invité, et il est de coutume que les clients sélectionnent les meilleures chambres. Le gars sourit. « Merci. » Asha sort. Des domestiques pointilleux transportent les affaires de la rousse jusqu'au deuxième étage. Decker s'approche de la jeune fille. « Nous vous avons aménagé une nouvelle chambre. Veux-tu le voir? » Les cheveux noirs ne s'y opposent pas. La jeune fille et l'homme retournent au château et discutent de quelque chose. Carlisle les remarque. Pour une raison quelconque, l'ami d'Asha éveille les soupçons du garçon. La chambre d'Asha. Il y a un tapis clair et moelleux sur le sol en pierre. Un grand lit double se dresse contre l'un des murs. Oui, les domestiques ont vraiment essayé d'aménager la pièce. Mais Ashi est drôle. Tout cela à cause de la taille de son lit. « Est-ce que c'est votre faute ?» demande la jeune fille en larmes à une de ses amies. L'homme dit avec incertitude que les nobles de la capitale dorment sur de tels lits. Il voulait créer quelque chose de similaire pour la marquise. L'homme aux cheveux noirs dit au jeune homme qu'il s'en est très bien sorti. La jeune fille sourit tristement. Elle constate une différence colossale entre Pervaz et la capitale, même aux yeux de ses chers amis. Cela motive la jeune fille à travailler honnêtement pour la prospérité de la ville. Asha remercie son mari. La jeune fille remarque un vase avec des tulipes roses sur la table de chevet. À Pervaza, les fleurs signifient la fin de la guerre. C'est pourquoi les servantes ont préparé une si petite surprise pour la femme aux cheveux noirs. La femme aux cheveux noirs se tourne vers la femme en robe noire et lui dit avec un doux sourire « Bon travail, Delo ». La femme remercie pour les éloges. Decker demande à Asha s'il y a encore un poste vacant pour un majordome. « Oui », répond la jeune fille. Pendant tout ce temps, Della faisait son travail. Mais nous trouverons certainement quelqu'un. Della conseille à Asha d'embaucher une femme de ménage pour faire de petites courses. Après tout, Asha est désormais l'épouse d'un membre de la famille royale. Beaucoup de gens la regardent. Blacker demande s'il y a quelqu'un que Della peut recommander pour le poste. La jeune fille est surprise lorsqu'elle apprend que la femme a déjà trouvé la bonne personne. Une jolie fille aux cheveux châtain clair et aux yeux de la même couleur entre dans la pièce. Elle sourit à Asha. « Salutations, votre grâce, je m'appelle Nina Colonne. » Della énumère les tâches de la nouvelle femme de chambre. Elle nettoiera vos chambres, cuisinera pour vous aidera à vous laver, vous coiffera et prendra soin de vos vêtements. Il n'est pas habituel pour une femme aux cheveux noirs que quelqu'un l'aide à prendre soin de sa propre hygiène. Della dit que pendant la guerre, c'était un luxe. Mais maintenant, tout va changer. Asha est obligée d'être d'accord avec la femme. De plus, Nina donne l'impression d'une fille bien éduquée et travailleuse. « Vous pouvez vous reposer », dit le brun à ses amis. L'homme aux cheveux noirs demande à Della et Derek de rester. Lorsque le reste des gens quittent la pièce, la jeune fille annonce à ses assistants les plus fidèles que les livraisons à Pervaz vont reprendre. Pour cette raison, des conflits peuvent surgir entre le peuple du prince et le peuple d'Asha. Mais l'homme aux cheveux noirs ne va pas demander à ses assistants de se retenir si les chevaliers se comportent mal. La jeune fille a conclu un accord mutuellement avantageux avec Carlisle. Pas un contrat d'esclavage. Elle s'en tiendra à cette position et demande à Della et Derek de faire de même. Le jour suivant, le bureau de Carlisle. Le garçon parle à Lionel. L'homme aux cheveux roux dit qu'il a déjà préparé des fournitures pour Pervaz pour le mois prochain. Certes, le garçon est surpris que les gens d'Asha n'aient pas mis une seule pièce de monnaie dans leur poche. Lionel sourit. Ceux qui ont partagé leur chagrin se serrent généralement les coudes. L'homme aux cheveux roux se dit que cela ne se voit pas à l'apparence des assistants de la jeune fille. Le garçon s'intéresse particulièrement à Derek. Cet homme aux cheveux noirs traîne toujours autour d'Asha. Et Carlisle n'aime pas beaucoup ça. Même si je suis apparentée à la marquise, le jeune homme plisse les yeux. Cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas me trahir. L'homme aux cheveux roux demande à Lionel de se renseigner soigneusement sur l'environnement immédiat d'Asha. Le jeune homme a surtout besoin d'informations sur Derek. Lionel dit au barman qu'il a déjà appris quelque chose sur cet homme. Derek est le fils aîné de la famille Donovan, vassal d'Amir Pervaz. Il voulait même marier la fille à un homme aux cheveux noirs. Carlisle sourit. Tellement gros et maladroit. Il ferait un super couple. Il y a des notes de jalousie perceptibles dans la voix du jeune homme. Au même moment dans la capitale. Église. Église royale. Le prêtre Gabriel est assis sur un banc.
Ses mains sont jointes en une serrure, un doux sourire joue sur son visage. Un homme prie Dieu. Soudain, quelqu'un entre dans la pièce. Gabriel salue immédiatement l'invité, ou plutôt l'invité. La reine Béatrice est venue chez le prêtre. La femme s'assoit à côté de Gabriel. « Je veux discuter de quelque chose avec toi. Cela concerne l'avenir de notre royaume. As-tu un instant ?» Le prêtre dit que parler à la reine est pour lui un grand honneur. « J'ai autant de temps que je veux pour toi, » ajoute l'homme. Mais l'expression du visage de Gabriel ne correspond pas tout à fait à ces paroles. Une semaine plus tard, le mariage de Carlyle et Asha a profité à Pervaz. Les rues sont devenues plus propres et il y avait plus de monde. Maintenant, Asha, comme il sied à un bon dirigeant, se promène dans la ville et évalue la situation. La jeune fille rencontre des soldats blessés déjà soignés. Il félicite la femme aux cheveux noirs et la remercie. Asha vérifie également la répartition des provisions. À l'un des postes de ravitaillement, la jeune fille aperçoit Derek. Il trie les céréales et les céréales dans des sacs. La femme aux cheveux noirs demande à l'homme s'il y a assez de nourriture pour tous les habitants de la ville. « Oui », sourit Derek, « les gens sont contents. » La jeune fille fait l'éloge de son assistante. C'est lui qui l'a aidé à distribuer correctement les provisions. L'homme aux cheveux noirs se demande ce qui est distribué aujourd'hui. « Haricots, sel, farine et levure », dit l'homme. Les habitants de Pervaz pourront enfin faire du pain. Le four public a déjà été réparé. Il est donc fort possible que l'arôme du pain se répande dans tout le quartier ce soir. Derek fronça les sourcils et dit aux cheveux noirs que demain ils recevront les graines. Le mari et les autres assistants de la jeune fille se creusent la tête pour savoir comment planifier les semailles. « Nous allons enfin pouvoir cultiver du blé sur nos terres, » dit Derek avec enthousiasme. « Je ne m'attendais pas à voir ça à mon âge. » L'homme aux cheveux noirs remarqua la lueur dans les yeux de Derek. Cet éclat rappelle à la jeune fille qu'elle ne s'est pas battue pour Pervaz en vain. « Votre Altesse !» Soudain, quelqu'un appelle Asha. Un type aux cheveux noirs demande à une fille de venir à l'atelier. Il faut accepter le bois. « Prenez soin de tout ici, » dit doucement l'homme aux cheveux noirs à Derek. Au bout de quelques minutes, le marquis et le garçon s'approchent de l'atelier. Asha se fige lorsqu'elle voit des centaines. Non, des milliers d'arbres abattus. « Ce que c'est ?» demande l'homme aux cheveux noirs. Le garçon répond que le prince Carlyle a acheté tout le surplus de bois aux habitants des villages du Nord. Et les arbres importés ont été rendus résistants au feu. Il n'y a qu'une seule question dans la tête de la femme aux cheveux noirs. Quand a-t-il réussi à amener tout ça ici? Une fois arrivé à Pervaz, Carlyle n'a pas eu le temps de s'occuper de l'organisation de l'approvisionnement en bois. Était-il d'accord sur tout dans la capitale? Aux cheveux noirs regarde à nouveau la cour de l'atelier couverte d'arbres. S'il a réalisé mes rêves, je suis prêt à tout pour lui. Un des hommes du prince s'approche de la marquise. « Son Altesse veut vous voir. » Asha répond qu'elle viendra au bureau de Carlyle dans quelques minutes. Celui aux cheveux noirs frappe à la porte et entre dans la pièce que les domestiques ont aménagée pour le travail du prince. Le gars salue la fille. Le brun s'incline devant lui. « Tu m'as appelé ?» Le jeune homme demande à Asha quelle est la situation actuelle à Pervaza. La jeune fille dit que grâce à la générosité du prince, tout dans la ville est encore meilleur qu'elle ne l'avait rêvé. Marquise remercie son mari. Carlyle a appelé l'homme aux cheveux noirs pour une raison. Le prince veut tester son honnêteté. Il a fourni beaucoup d'argent et de biens à Pervaz, mais il ne sait pas comment ils ont été utilisés. « Désolé !» s'exclame l'homme aux cheveux noirs. « J'aurais dû vous prévenir à l'avance. » La jeune fille dit qu'elle montrera au prince un rapport sur l'allocation du budget. « Attendez une minute. Asha va déjà quitter la pièce. Les papiers sont laissés dans ma chambre. » Carlyle est surpris d'une telle rapidité. Il veut arrêter la fille, mais elle n'entend plus. Lionel souffle et dit au prince qu'il n'a aucune raison de soupçonner Asha de malhonnêteté. Marquisa ne fait pas partie de ces personnes qui voudraient s'approprier de l'argent. Carlyle s'appuie sur son trône. Est-ce même possible? Elle pouvait en prendre autant qu'elle voulait. Et ce ne serait pas une violation de la loi. Le détournement de fonds publics est une pratique très courante au royaume du Tchad. La rousse n'arrive tout simplement pas à croire qu'Asha soit différente des autres dirigeants. Le fait que la jeune fille ait déjà établi un plan budgétaire témoigne de ses soins. Mais la rousse est convaincue qu'il y a certaines inexactitudes dans ses projets. Lionel secoue la tête. Le prince est toujours têtu. Il cherche toujours une raison dans tout. Mais pour un homme de guerre, cela n'est pas surprenant. Asha, haletante, fait irruption dans le bureau. Elle a plusieurs cahiers et un rouleau de papier dans les mains. Aux cheveux noirs pose le tout sur la table du prince. « Voici le plan d'utilisation des matériaux que vous nous avez donnés.
J'ai également apporté des plans pour la distribution de nourriture et de médicaments. Le gars commence à feuilleter des cahiers et à compter mentalement ses dépenses. Étonnamment, les résultats de ses calculs coïncident avec les résultats des calculs d'achat. La fille n'a vraiment pas pris un centime. De plus, le rapport est tout simplement parfaitement structuré. « Bon travail !» dit Hachi aux cheveux roux. Mais la vérification n'est pas encore terminée. Le jeune homme demande à la femme aux cheveux noirs si elle a signé en son propre nom l'argent ou le matériel qu'il lui a fourni. La jeune fille dit qu'elle ne comprend pas de quoi il s'agit. « Je parle d'argent pour votre trésor », dit l'homme aux cheveux roux à voix haute. Il lui semble qu'Asha fait seulement semblant d'être une personne honnête. Cependant, Carlisle a encore une fois tort. Aux cheveux noirs lui demande comment reconstituer le trésor aidera à reconstruire Pervaz. En outre, il n'est pas très juste de mettre de l'argent public dans ses poches. Sais-tu déjà ce que tu vas faire du collier et de l'alliance que je t'ai offert? L'homme aux cheveux roux ne perd toujours pas l'espoir de surprendre sa femme dans une sombre affaire. Elle ne peut pas être si parfaite. Mais la jeune fille a aussi une réponse à cette question. Le aux cheveux noirs sourit et dit qu'il va vendre les bijoux aux enchères. Mais elle le fera après le divorce, pour que de stupides rumeurs ne se répandent pas dans le royaume. Avec l'argent gagné, la jeune fille souhaite acheter un troupeau de chevaux de guerre. Carlisle soupire. Il est obligé d'admettre sa défaite. Asha Pervaz est vraiment une dirigeante incroyablement honnête. Le garçon dit à la fille qu'elle peut être libre. Il a déjà découvert tout ce qu'il voulait. Asha s'incline devant le jeune homme et quitte la pièce. Mon Dieu! Carlisle tapote ses doigts en rythme sur son bureau. Elle a même compris ce qu'elle va faire avec l'argent de la vente de bijoux. Es-tu déçu? Demande Lionel avec surprise dans la voix. Il ne comprend pas ce qui a provoqué l'humeur du prince. Cependant, cela s'est avéré exactement comme Carlisle le souhaitait. Asha ne s'immisce pas dans ses affaires personnelles et dispose correctement de l'argent alloué. « Olish, » dit le jeune homme, « tu ferais mieux de me dire quelle est la situation dans le palais royal? » Église. Le curé et Béatrice se font face. Ils viennent juste de finir de prier Dieu. Gabriel dit que Béatrice peut commencer l'histoire de ce qui s'est passé. « Soyez juste honnête, s'il vous plaît, » dit le curé. La reine dit que si Carlisle devient roi, le royaume aura un avenir sombre. Un garçon qui tue des gens depuis son enfance ne pourra pas devenir un dirigeant bon et généreux. Bouche de Gabriel. Il ressent une feinte pitié dans le ton de Béatrice. La reine n'a pas écouté ses appels à la sincérité. Mais l'homme n'en parle pas. Ce n'est pas le moment de gâcher la relation avec Béatrice. Au lieu de cela, Gabriel est d'accord avec la femme. Par exemple, le chef militaire éloignera les habitants du royaume de la parole de Dieu. La reine croise les mains en prière et demande à Gabriel de l'arrêter. La femme veut que le prêtre aide son fils Mathias à devenir le prochain roi. Gabriel dit qu'en retour, la reine doit promettre quelque chose. Et alors? Il semble que Béatrice soit prête à tout pour faire du curé son allié. Gabriel baisse les yeux. Si Mathias monte sur le trône, le Tchad doit devenir un État sacré. La reine est quelque peu surprise par une telle demande. La femme demande ce que signifie « État sacré ». Gabriel sourit du coin de la bouche. C'est la vie selon les lois d'Allah. La reine dit qu'elle croit également à la justesse de l'obéissance à la parole de Dieu. Cependant, la femme n'est pas pressée d'accepter la proposition de Gabriel. Béatrice doit réfléchir. La reine se dirige vers la sortie de l'église. « Je vais vous attendre. » Le curé sourit. Dès que la porte se referme derrière la femme, la convivialité disparaît du visage de Gabriel. L'été est Pervaz. Carlisle et Lionel se battent à l'épée. La rousse gagne. Il dit à son ami de ne pas s'énerver. D'après les observations du garçon, Lionel s'améliore à chaque fois. L'homme dit que tout va bien. Il n'ose même pas penser à vaincre Carlisle, un homme béni par le dieu de la guerre. C'est bien. Le jeune homme met la main sur l'épaule de son ami. Bien que Pervaz soit connu pour ses conditions climatiques rigoureuses, en été il fait assez chaud ici, comme dans d'autres villes du royaume. Le roux enlève sa chemise et se lave à l'eau froide. Lionel dit que la marquise travaille à la relance de l'agriculture dans la région. Carlisle sourit. Oui, elle était très excitée à l'idée de planter les plantes. L'homme aux cheveux roux demande à l'homme s'ils ont déjà réglé les affaires qu'ils ont ramenées de la capitale. Presque. Lionel s'incline. Il est surpris que Carlisle s'intéresse autant aux affaires de Pervaza. Et le roux s'entend plutôt bien avec sa femme. Parfois, il parle même d'elle avec une certaine chaleur. Mais c'est peut-être seulement pour le mieux. Si un membre de la famille royale et la maîtresse de Pervazu s'unissent, ils pourront priver Mathias du droit au trône. Cependant, le problème est que le peuple du prince n'accepte pas Pervaz.
Lionel dit que l'attitude des serviteurs de Carlisle envers les habitants de la ville a peut-être bouleversé le marquis. Larousse dit que ce n'est pas possible. Il a interdit à ses gens de dépasser le 2e étage. Le garçon dit d'un ton mécontent que Lionel devrait garder un œil sur les aristocrates locaux. Si vous n'y prêtez pas attention, vous risquez de manquer quelque chose d'important. L'homme dit qu'il a tout compris. Lionel détourne le regard du prince. Eh bien, je lui dirai la prochaine fois. Quelques heures plus tard, château de Pervaz. 2 servantes marchent dans le couloir, une étrangère du palais et Nina. Cette dernière pousse accidentellement la servante royale. « Est-ce que tu regardes au moins où tu vas ?» La fille du palais croise les bras sur sa poitrine. Elle dit à Nina qu'elle devrait respecter ceux de rang supérieur. « Cela n'a-t-il pas été enseigné à Pervaz ?» La servante de Carlisle ajoute sarcastiquement. Elle pointe Nina du doigt. La fille du palais pense que la servante du prince a un statut plus élevé que la servante de la marquise. « Dois-je expliquer pourquoi votre action m'a offensée ?» La servante de Carlisle lève le menton. Nina s'incline devant la fille et s'excuse. Elle dit qu'elle ne connaissait pas une telle hiérarchie. La servante de la rousse passe devant Nina. « Faites plus attention. Mais que peut-on attendre d'un serviteur de marquise ?» La fille dit que Nina est aussi grossière et mal élevée que celle aux cheveux noirs. Maïdashi serre les poings. « Comment peut-elle insulter madame ?» dit la fille dans son esprit. La marquise met fin à la terrible guerre contre les barbares et devient l'héroïne de Pervaz. Et maintenant, la courageuse jeune fille travaille jour et nuit pour restaurer la ville. Comment une fille du palais pouvait-elle parler d'elle comme ça? Nina commence à pleurer de ressentiment contre sa maîtresse. Della remarque la fille. La servante la plus âgée est excitée. Elle n'avait jamais vu la joyeuse Nina pleurer. Il s'est donc produit quelque chose de grave. La femme demande à la fille quel est le problème. Nina, en sanglotant, raconte que le serviteur de son Altesse a qualifié la marquise de « grossière et mal élevée ». Della soupire. Elle supposait que les serviteurs de Carlisle se comporteraient très grossièrement à Pervaza. Ils considèrent les habitants du quartier, y compris le marquis, comme des sauvages. Pour que les serviteurs du prince commencent enfin à respecter la jeune fille aux cheveux noirs, son peuple doit essayer. Della pose ses mains sur les épaules de Nina et sourit. « Nous allons élever notre statut de dame. » Le bureau de Derek. Della entre dans la pièce. L'homme aux cheveux noirs salue la femme et lui demande ce qui s'est passé. Habituellement, les femmes de ménage résolvent tous les problèmes entre elles. J'ai appris que les serviteurs de son Altesse avaient insulté notre dame chez Nina, dit la femme. L'impolitesse des gens du palais ne connaît pas de frontières. Il faut faire quelque chose pour éviter de graves affrontements. Derek serre les poings de rage. Il savait, bien sûr, que les habitants de Carlisle détestèrent Pervaz de tout leur cœur, mais c'était pour humilier la jeune fille qui avait sauvé presque tout le royaume. C'est une audace inouïe. Derek dit qu'il discutera du comportement des serviteurs du prince avec la marquise. Della pense que ce n'est pas une bonne idée. La dame pourrait s'énerver. Il est préférable de contacter Carlisle directement. Mais l'homme ne fait pas vraiment confiance au prince. Derek décide quand même d'en parler au marquis. Plusieurs heures passent. Le bureau de Carlisle. Le gars travaille avec des papiers. Un des domestiques annonce au jeune homme que la marquise est arrivée. La jeune fille entre dans la pièce. L'homme aux cheveux roux tourne la tête en direction de sa femme. « Vous arrivez très à propos. Il faut que je te dise quelque chose. » Mais le jeune homme se tait en voyant l'expression du visage d'Asha. La femme aux cheveux noirs est indignée par quelque chose. Ses mains sont serrées en poing. Il semble qu'une seconde, et la fille va exploser de colère. Le garçon n'avait jamais vu Asha aussi en colère. Il lui demande soigneusement ce qui s'est passé. « J'ai une affaire pour vous, votre grâce, » dit froidement la fille. Dit Carlisle en écoutant la fille attentivement. Asha demande au jeune homme de parler aux personnes qu'il a amenées de la capitale. Les serviteurs du prince se disputent constamment avec les serviteurs de la marquise. L'homme aux cheveux noirs espérait que Carlisle s'en occuperait pour éviter de futurs problèmes. Le roux pose la main sur les papiers et soupire. Chaque jour, Asha le surprend de plus en plus. La jeune fille est insultée et s'inquiète pour ses serviteurs. Aucun aristocrate que la rousse connaissait n'avait fait ça. Carlisle décide de jouer un peu avec Asha. Il sourit à la jeune fille et dit gentiment que les conflits entre les serviteurs sont peut-être un malentendu. Lionel est sur le point de dire quelque chose, mais n'a pas le temps. Asha rappelle au prince le contrat qu'ils ont signé il y a quelques mois. La voix de la femme aux cheveux noirs a des notes d'acier palpables. Mais Carlisle n'a pas peur de ça. Il répond calmement qu'il remplit tous les termes de l'accord. Pervaz a reçu de la nourriture, des médicaments et du bois. Asha demande à Lionel d'apporter le contrat.
Un instant plus tard, la feuille de papier demandée repose déjà sur la table de Monseigneur. Asha pousse le contrat vers le prince. Avant de vous demander une aide financière, je pose plusieurs exigences. Et parmi ces revendications figure le respect des habitants de Pervaz. Bien que le prince et ses serviteurs soient des personnes respectables, il ne faut pas oublier qu'ils ne sont que des invités dans la ville d'Asha. Et les invités doivent respecter des règles de comportement élémentaires. Aux cheveux noirs dit que si les habitants de Pervaz changent d'attitude envers le prince, il n'atteindra pas son objectif souhaité. Carlisle cligne des yeux et demande ce qui se passera s'il ignore l'avertissement de la femme aux cheveux noirs. Le gars joue avec le feu et le sait très bien. Mais lorsque la jeune fille répond d'un ton glacial que Carlisle ferait mieux de l'écouter, la rousse décide d'arrêter le jeu. Le garçon demande à Lionel d'amener tous les domestiques venus de la capitale. Carlisle veut avoir une discussion sérieuse avec eux et punir les coupables. L'ami de la rousse quitte la pièce. 1 heure plus tard. La salle principale du château. Asha, Lionel et Carlisle sont debout dans les escaliers. Les serviteurs et servantes du prince, ses chevaliers, se rassemblaient en bas. Alors qu'ils ne savent pas pourquoi le jeune maître les a appelés. Mais à l'expression du visage de Carlisle, les gens du palais devinent que le garçon dira des choses pas très agréables. Lionel, contrairement à son ami, sourit faiblement. L'homme est heureux que les casse-cou obtiennent enfin ce qu'ils méritent. Quant à Asha, la jeune fille garde un calme froid. Finalement, Carlisle commence à parler. « J'ai entendu dire que quelqu'un dans le public avait insulté ma femme. Est-ce vrai, Asha ?» demande le jeune homme. La jeune fille ouvre de grands yeux de surprise. Carlisle ne l'a jamais adressée par son nom, mais aussi universellement. Mais la jeune fille devine vite que le gars l'a fait pour une raison. Il a appelé le nom de la femme aux cheveux noirs pour montrer à ses sujets qu'il la reconnaissait comme sa femme. Le comportement d'un tel homme devrait accroître l'autorité d'Asha aux yeux des habitants de la capitale. La femme aux cheveux noirs dit à voix haute qu'elle a effectivement été insultée par quelqu'un du personnel de Carlisle. Ceux qui servent au château de Pervaz ont témoigné. Carlisle dit que les servantes d'Asha doivent se souvenir des visages des gens. Comment ils ont insulté leur dame. Le gars leur demande de désigner les coupables. Plusieurs servantes pointent immédiatement du doigt 2 filles en tablier blanc. Ils s'indignent. « Nous n'avons rien fait, c'est de la calomnie. » Mais Carlisle n'écoute pas. Il leur ordonne de se manifester. L'une des servantes dit qu'elle n'a rien dit de mal de la marquise. « Elle essaie juste de nous survivre !» s'exclame la fille. Asha se fige devant une telle audace. Carlisle se contente de grogner. Les propos de Lionel sur le comportement insatisfaisant des gens du palais se sont avérés vrais. La servante ouvre grand les yeux. Elle réalise ce qu'elle vient de dire. Carlisle croise les bras sur sa poitrine et dit froidement « Répète comment tu as appelé ma femme ?» Asha jette un regard surpris au garçon. La fille ne pensait pas que Carlisle la protégerait autant. La servante baisse la tête et répond d'une voix tremblante « Marquise, votre grâce, est-ce que c'est quelque chose d'offensant ?» Carlisle sourit. Seul lui, son mari légal, peut appeler Asha de cette façon. Pour toutes les autres femmes aux cheveux noirs, son Altesse est une princesse. Et cela n'est pas discuté. Le roux se tourne vers son ami. « Lionel, punis les coupables qui traitent leur dame avec mépris. » L'homme est surpris par la rigueur de Carlisle. Après avoir déménagé à Pervaz, le garçon s'est comporté comme un jeune homme joyeux et insouciant. Il se battait avec des épées, s'amusait, se promenait en ville et faisait parfois des farces à sa femme. Mais maintenant, il s'est tourné vers la règle dure. Trop dure. Si tous ceux qui ont insulté Asha sont punis, il ne restera plus beaucoup de monde au prince. Carlisle admet que Lionel a raison. Alors, les yeux du garçon brillèrent d'une lumière méchante. Coupez-leur simplement la langue. Il y a un silence de mort dans la salle pendant un moment. Personne ne s'attendait à cela de la part de l'homme aux cheveux roux. Les gens pensent que le jeune homme plaisantait. Mais son visage est étonnamment sérieux. Les domestiques supplient le garçon d'avoir pitié d'eux. Ils promettent qu'il n'y aura plus de gros mots à propos d'Asha ou de Pervaz. La rousse reste silencieuse. Asha décide d'intervenir, car elle comprend que si elle ne fait rien, cette histoire finira mal. La jeune fille porte la main à son front et demande au prince d'arrêter. « Asha ?» Il ne comprend pas ce qui se passe. Aux cheveux noirs dit que les coupables ne devraient pas être punis de cette manière. « En veux-tu plus ?» suggère le prince. Asha dit que son seul souhait est que les serviteurs se respectent. Et c'est tout. L'une des servantes de Carlisle tombe à genoux et commence à sangloter de peur. Asha a pitié de la fille, même si elle l'a offensée. Cependant, Carlisle ne voit aucune raison d'avoir pitié. Les serviteurs ont mal agi et doivent être punis pour leur comportement.
Asha soupire. Même moi j'ai parfois des doutes quant au fait que le rôle d'une princesse me convienne, admet la femme aux cheveux noirs. Je suis sûre que votre peuple a aussi de telles pensées. De plus, Pervasa manque actuellement de bras. Que fera le prince pendant que ses sujets se remettent du châtiment? Carlisle le demande quoi faire alors. Asha tourne son regard vers les coupables et dit calmement mais fermement « La vie dans cette ville n'est pas la meilleure, mais pendant que vous êtes ici, nous devons nous soutenir les uns les autres. Même s'il y a un conflit, vous devez essayer de comprendre l'adversaire et pour cela, vous devez respecter vos voisins. » Asha comprend que Pervaz est dur pour les habitants de la capitale, mais cette ville protège les frontières. Les habitants de Pervaz risquent leur vie pour empêcher les barbares de pénétrer profondément dans le royaume. « N'insultez pas mon peuple. C'est tout ce que je veux vous demander, » dit Asha. Carlisle sourit. Il est fier du comportement de sa femme. Au lieu de crier et de blâmer tout le monde autour d'elle, elle a compris la situation et a résolu le conflit de manière pacifique. La capacité de négocier est un talent important pour tout dirigeant. Les serviteurs s'inclinent devant la jeune fille. « Merci, Votre Altesse la princesse. » Carlisle, qui veut effrayer un peu plus les domestiques, leur dit de se comporter poliment. Si l'un d'eux ose à nouveau offenser un habitant de Pervasa, Asha ne sera pas aussi généreuse. La femme aux cheveux noirs est sur le point de quitter le couloir lorsque le garçon l'arrête. Il sourit à la jeune fille et l'invite à dîner ensemble pour célébrer la trêve. Asha demande de quel genre de trêve nous pourrions parler s'il n'y avait pas de bataille. Elle se dirige vers la sortie du hall, laissant Carlisle seul avec les domestiques. On dirait que la personne aux cheveux noirs n'est pas de très bonne humeur. Le type se gratte l'arrière de la tête. « Qu'est-ce que j'ai à dire, grand-père, pour qu'elle accepte de dîner avec moi ?» Carlisle ne peut pas simplement demander à Asha d'aller dîner à cause de sa fierté. La capitale, l'église. Béatrice revint chez le curé Gabriel. La femme décida d'accepter son offre concernant l'Empire sacré. L'homme sourit. Il dit que la reine a fait le bon choix. Béatrice veut demander conseil à Gabriel. Carlisle est allé à Pervaz. Envahir cette ville est très difficile. Comment devrions-nous être? Le curé sourit sournoisement et dit sur le ton d'un grand connaisseur que le roux essaie de protéger son arme la plus puissante. Mais Dieu Livato surveille ses sujets et les aide. La reine aura donc toujours l'occasion de nuire à Carlisle. La femme s'intéresse à savoir comment exactement. « Oh, ne t'inquiète pas. » Le curé met la main sur sa poitrine. « Tu comprendras le moment venu. » La reine sourit. Dans ses yeux, l'espoir d'accéder au pouvoir apparaît. Début septembre, Pervaz. Le champ, qui il y a seulement 6 mois ressemblait à un désert, est désormais semé de blé. Les gens ramassent les épis de maïs dans de petits paniers. Soudain, les ouvriers remarquent des nuages sombres approchant de Pervaz. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a 28 ans, lorsque la guerre a éclaté dans la ville. Un homme aux cheveux gris portant un chapeau de paille crie aux autres de se cacher dans des grottes. Lui-même se rend chez la marquise pour lui parler de l'attaque soudaine des barbares. Château de Pervaz. Le bureau de Carlisle. La rousse regarde par la fenêtre. En général, cette ville me semble plus stable maintenant qu'à mon arrivée. Le jeune homme suggère qu'Asha et ses assistants devraient peut-être arrêter de distribuer des fournitures. La plupart des gens ont déjà un emploi et peuvent acheter les produits nécessaires avec de l'argent. Lionel, qui trie les lettres, dit à son amie qu'Asha elle-même sait quoi faire des provisions. Si une fille le donne gratuitement aux gens, qu'il en soit ainsi. En général, la marquise gère très bien Pervaz. Et Carlisle ne peut s'empêcher d'être d'accord avec ça. Au cours de ses 6 mois de vie en ville, le garçon a également changé son attitude envers l'environnement d'Asha, en particulier envers Derek. Le jeune homme est surpris par l'assiduité et l'intelligence de cet homme aux cheveux noirs. Lionel dit que tous les habitants de Pervaz sont extraordinaires. D'une certaine manière, ils sont plus actifs que les habitants de la capitale. Toutes les rumeurs sur Pervaz, qui se sont répandues dans tout le royaume, se sont révélées n'être que de la fiction. Cette petite ville a une foi et une loyauté que l'on ne retrouve presque nulle part ailleurs. Lionel tend à Carlisle une des lettres. Ceci vient de la famille du comte. Le roux sourit alors qu'il finit de lire. Il dit que le comte a envoyé des preuves de sa loyauté à Pervaz. Il semble que cet homme s'attend à ce que dans 3 ans Carlisle divorce effectivement de sa femme. Le comte veut marier sa fille Cecilia à un homme aux cheveux roux. Lionel dit qu'il ne serait pas surpris si le roux lui-même était amoureux de cette fille intelligente et ambitieuse. Carlisle est indigné. « Pourquoi as-tu décidé ça ?» Lionel répond que c'est à cause des bals où le gars ne dansait qu'avec Cecilia. Carlisle dit que danser n'est pas une preuve d'amour. Il passait du temps avec la fille du comte parce que la situation l'exigeait.
Le jeune homme est sûr que Cecilia non plus ne ressent rien pour lui. Tout ce dont elle a besoin, c'est de mon titre. L'homme aux cheveux roux croise les bras sur sa poitrine. Il s'amuse de la naïveté de Lionel. Il est surprenant que cet aristocrate ne connaisse rien aux relations formelles ou aux relations en quête de gain. Mais le roux ne va pas lui expliquer tout cela. Le jeune homme ne veut pas parler de Cecilia. Soudain, Carlisle et Lionel entendent quelqu'un crier dans la rue. « Nous sommes attaqués, nous évacuons !» La rousse réagit calmement à cela. Pour un homme qui a passé la majeure partie de sa vie sur le champ de bataille, la nouvelle d'une attaque n'est pas inhabituelle. La chambre d'Asha. L'homme aux cheveux noirs avait déjà été informé de l'attaque. Elle discute du plan d'action avec Decker. Après la fin de la guerre, la taille de l'armée fut réduite et les armes restantes devinrent obsolètes. L'homme aux cheveux noirs suggère à la jeune fille de se tourner vers Carlisle pour obtenir de l'aide. Le prince doit savoir exactement quoi faire. Après tout, c'est aussi un militaire expérimenté. Cette fille ne veut pas faire ça. Elle estime qu'il est nécessaire d'agir de manière stratégique. Très probablement, Pervaz a été attaquée par un petit groupe de barbares. La femme aux cheveux noirs peut s'en occuper elle-même. Elle veut laisser son mari en ville pour un homme plus âgé. Les proches de la femme aux cheveux noirs doivent obéir à tous les ordres du garçon. La jeune fille dit qu'elle partira dès qu'elle aura parlé de l'expédition à son Altesse. Quelques minutes plus tard, la marquise entre dans le bureau de Carlisle. Le gars salue celui aux cheveux noirs et, avec un sourire aux lèvres, lui demande ce qui s'est passé. La jeune fille est un peu agacée par le comportement de l'homme aux cheveux roux. Asha est sûre qu'il est déjà au courant de l'attaque barbare. Pourquoi faire semblant d'être un imbécile aveugle et sourd? Mais l'homme aux cheveux noirs ne montre pas son mécontentement. Ce n'est pas le moment pour cela. La jeune fille dit que Pervaz a été attaqué par la tribu Graham. Le gars demande s'il peut aider la fille avec quelque chose. La femme aux cheveux noirs dit qu'elle a une demande à faire à son mari. « Si je meurs ?» Asha baisse les yeux. « Deviens margrave de Pervez. Pourtant, vous avez fait beaucoup pour cette ville. » Carlisle accepte de le faire. Certes, le garçon ne prend pas au sérieux les paroles d'Asha sur la mort. Il décide de se moquer de la jeune fille, ce qui est dans son style. « Tu ne veux rien demander de plus ?» il dit. Asha accepte ses railleries. « Si vous épousez une autre femme et avez des enfants, faites de l'une d'elles la dirigeante de Pervaz. » Carlisle n'est pas satisfait du jeu de la fille. En quelque sorte, ce n'est pas romantique. Le gars se lève. Il veut montrer à sa femme comment faire semblant d'être un couple amoureux. Le jeune homme s'approche d'Asha et lui touche le front avec ses lèvres. La jeune fille ouvre grand les yeux. Elle ne s'attendait pas à ça de la part de Carlisle. Le garçon sourit. « Puisse Agéris vous bénir. » Aux cheveux noirs quitte le château. Dehors, elle et son armée se préparent au combat. Diriger les chevaux, polir les épées et les boucliers, enfiler les armures. Après quelques minutes, les défenseurs de Pervaz se mettent en route. Carlisle, observant sa femme depuis la fenêtre, sort une paire de jumelles d'un tiroir du bureau. Le gars veut voir à quoi ressemble la fille aux cheveux noirs au combat. Il sourit. Ça devrait être amusant. Mais le jeune homme change vite d'avis lorsqu'il voit Asha se précipiter toute seule vers l'armée ennemie. Elle a laissé tous ses guerriers derrière elle. « Idiot !» s'exclame Carlisle. Il ne comprend pas la logique des actions de la femme aux cheveux noirs. Comment un commandant peut passer à l'offensive, même sans aide? Il s'agit d'un risque très important et injustifié. Lionel demande à la rousse s'il ne vaudrait pas mieux envoyer des chevaliers pour aider la jeune fille. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de barbares, mais connaissant le désespoir d'Asha, cette escarmouche pourrait se terminer tragiquement. Mais Carlisle ne partage pas l'opinion de son ami. Il est peu probable que les cheveux noirs acceptent l'aide des chevaliers du palais. Elle ne leur fait pas confiance. Le gars décide d'attendre encore un peu. L'instant suivant, il voit Asha décapiter le chef de la tribu ennemie. La fille le fait en un seul mouvement facile, perfectionné. « Suivant !» s'exclame l'homme aux cheveux noirs. Elle fait savoir à ses ennemis qu'il est inutile de rivaliser avec elle. Néanmoins, il y a des gens courageux qui veulent tester leur force. Il leur arrive la même chose qu'à leur chef. La femme aux cheveux noirs, dont les vêtements sont tachés du sang de quelqu'un d'autre, sourit. Cela peut paraître étrange. Mais Asha se sent désormais heureuse. Elle est dans son élément de bataille. Carlisle dit que sa femme est folle. Les années passées à la guerre ont fait d'Asha une guerrière de sang-froid qui n'a peur de rien. La rousse est obligée d'admettre que la jeune fille est une excellente stratège. Ses tactiques pour combattre les ennemis sont dangereuses, mais efficaces. Le garçon n'a aucun doute que c'est Asha qui a tué le chef de la tribu Lure. Le jeune homme sourit. Maintenant, il veut plus que tout quitter ce château froid et détruire les barbares aux côtés de son incroyable épouse.
Carlisle comprend pourquoi Asha ne l'a pas appelée avec elle. La fille voulait démontrer ses talents de combattant au garçon, et elle a réussi à impressionner la rousse. Soudain, le garçon remarque un autre détachement de troupes ennemies se dirigeant vers Pervaz. Il semble à Lionel que la situation commence à devenir incontrôlable. Le prince jouait. Il est temps pour lui de comprendre que la bataille contre la tribu ennemie n'est pas un jeu. Asha est certainement un commandant talentueux, mais pour le moment, Pervaz n'a pas assez de guerriers pour vaincre les 2 raids de Graham. Si l'armée de la jeune fille tombe, les extraterrestres envahiront la ville et détruiront tout, ce sur quoi la rousse et Asha ont travaillé. Le jeune homme, qui parvient malgré tout à rester calme, affirme que le moment est bel et bienvenu. Carlisle agite solennellement la main. « Préparez nos chevaliers. Laissez-les détruire ces vils rats maintenant. » Dionel porte la main à sa poitrine et s'incline devant le prince. « J'obéis. » L'homme quitte la pièce. Carlisle envisage de rejoindre sa femme. Après tout, un soldat professionnel de plus ne fera pas de mal à Pervaz. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Asha remarque un 2e détachement de troupes ennemies venant du flanc des montagnes. La jeune fille est choquée. Elle ne s'attendait pas à ce que les ennemis puissent traverser le mont Cruz. L'homme aux cheveux noirs essaie de se ressaisir. Elle doit désormais tout faire pour que les troupes ennemies n'atteignent pas directement la ville. « Ne les laisse pas arriver ici, Derek !» crie Asha. Un bon plan pour combattre les barbares apparut dans la tête de la jeune fille. Cela consiste dans le fait que Derek, Danielo et une centaine d'autres soldats iront à la rencontre de la 2e escouade pour surprendre l'ennemi. Mais il y a un problème. Comme nous le savons déjà, Pervaz compte très peu de soldats. S'ils se séparent, les barbares les détruiront rapidement, car ils sont supérieurs en effectifs. Soudain, un des soldats de Pervaz crie que les secours sont arrivés. Blacker et Derek regardent autour d'eux. Ils voient un échelon de chevaliers, à la tête duquel se trouve le prince Carlisle. Asha, malgré sa surprise, ne demande rien à la rousse. Ce n'est pas le moment de se laisser distraire. La jeune fille dit à Derek que son Altesse s'occupera du détachement du mont Cruz. L'armée de Pervaza restera à cet endroit. L'homme aux cheveux noirs commence à couper la tête de ses ennemis. L'un des barbares comprend que tout ne tourne pas en sa faveur. Il ordonne au Graham de battre en retraite. Asha regarde avec de grands yeux les barbares quitter la périphérie de la ville avec des cris de frustration. Pervaz a pu repousser l'ennemi en quelques heures, et tout cela grâce à son Altesse. Cette nuit, les blessés sont soignés au château de Pervaz. Les gens sont fatigués mais heureux. Pervaz a perdu beaucoup moins qu'il n'aurait pu. Asha veut voir son mari. Derek dit qu'il était content de voir le roux sur le champ de bataille. Mais maintenant, l'homme est inquiet pour une raison quelconque. La noblesse de Carlisle lui semble ostentatoire et méfiante. Pourquoi le prince a-t-il risqué ses chevaliers pour Pervaz? Dans le contrat signé par le garçon et Asha, il n'y avait pas un seul mot sur l'assistance militaire. Asha sourit doucement. La jeune fille est touchée par l'inquiétude de Derek pour elle et Pervaz. Mais le prince doit encore être remercié. La femme aux cheveux noirs dit à l'homme que tout ira bien et le laisse tranquille. 1 minute plus tard, Asha entre dans la chambre de l'homme aux cheveux roux. Un type, les bras croisés sur la poitrine, est assis sur le canapé. « Enfin, tu es là !» On dirait qu'il attendait Asha. Carlisle dit que la fille peut s'asseoir. Mais la femme aux cheveux noirs refuse. Elle n'allait pas rester longtemps. Asha est venue seulement pour exprimer sa gratitude au prince. Le garçon n'aime pas beaucoup ça. « Vous êtes prêt à partir immédiatement après les mots de gratitude ?» dit-il froidement. « Suis-je si dégoûtant pour toi que tu ne puisses pas passer ne serait-ce qu'un peu de temps avec moi ?» Asha répond que ce n'est pas du tout le cas. La femme aux cheveux noirs ne s'en est pas très bien sortie, montrant sa méfiance à l'égard du garçon. Et il en est probablement contrarié. Plutôt Asha s'excuse et remercie pour son aide, mieux ce sera. Carlisle dit qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. C'est encore plus intéressant. Le jeune homme sourit et sert une tasse de thé à Asha. « Je sais que tu as beaucoup de problèmes, mais peut-être que tu trouveras encore un moment pour moi ?» L'homme aux cheveux roux espère qu'Asha ne le refusera pas. Heureusement pour le garçon, la fille aux cheveux noirs ne craint pas du tout une tasse de thé. Avant de s'asseoir, la jeune fille s'incline devant le prince. Le jeune homme dit qu'ils n'ont pas besoin d'être aussi formels l'un envers l'autre. La femme aux cheveux noirs s'assoit sur le canapé et prend une gorgée de thé parfumé. La rousse demande à la jeune fille si elle est en colère contre lui. Asha se fige sur place. « Quoi? Suis-je en colère? Tu rigoles ?» La jeune fille ne comprend pas pourquoi elle devrait être en colère contre la rousse. Cependant, ce devrait être l'inverse. C'est Asha qui l'a offensée par sa méfiance.
Le garçon dit d'un ton sérieux qu'il est intervenu dans la bagarre, même si la fille aux cheveux noirs n'a pas demandé d'aide. La jeune fille prend une gorgée de thé. Oh, c'est de ça qu'il parle. Asha dit que le jeune homme n'a rien fait de mal. Il a sauvé Pervaz des féroces barbares. La jeune fille baisse la tête. J'ai eu un comportement excessif. Si vous, Votre Altesse, n'aviez pas amené les chevaliers à temps, nous aurions perdu beaucoup de monde. Dans ce cas, poursuit Asha, je m'en voudrais de ne pas m'être tournée vers toi pour obtenir de l'aide. Si, bien sûr, elle-même survivait. Carlyle demande à l'homme aux cheveux noirs si elle est prête à mourir sur le champ de bataille à tout moment. Cette question semble étrange à la jeune fille. Existe-t-il un guerrier qui ne pense pas à la mort pendant la bataille? Oui, dit la rousse, je le suis. Il n'a vraiment jamais pensé à mourir à la guerre. C'est peut-être normal pour une personne bénie par Dieu, mais tout est différent chez Asha. Et le garçon l'a remarqué. Dis-moi, il jette un regard attentif à la jeune fille. Tu plaisantais quand tu m'as demandé de faire d'un de mes enfants le dirigeant de Pervaz? Aux cheveux noirs répond que, même si son ton a pu paraître sarcastique au prince, elle était tout à fait sérieuse. Le jeune homme est surpris. Il prend une gorgée de thé. Carlyle ne s'attendait pas à ce qu'une personne prête à tout donner pour le bien de sa ville ne veuille pas que ses descendants en soient le prochain dirigeant. La fille dit que ce n'est pas nécessaire. Elle voulait éternuer sur les liens du sang. Pour elle, il est seulement important que Pervaz soit entre les mains d'une personne responsable et honnête. Carlyle pense « Tu es devenu célèbre grâce à la mort de ton père et de tes frères. » Le jeune homme demande s'il donnera honnêtement cette gloire à un imposteur. Asha s'indigne. « Permettez-moi. Le titre de souverain n'est pas un héritage qui se transmet de père à ses enfants. » Carlyle dit doucement que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. C'est juste que d'autres villes de l'Empire vivent selon ce système. Et il est étrange pour le garçon d'imaginer que Pervaz sera dirigé par quelqu'un qui n'appartient pas à la famille d'Amir. Blackhair dit que sa famille a dû diriger cette ville pour plusieurs raisons. Premièrement, le roi en a décidé ainsi, et deuxièmement, aucun des aristocrates ne voulait venir ici. La plupart des gens considéraient Pervaz comme une ville de sauvages, où la vie était une punition. Mais les habitants de la ville ne sont pas du tout ceux qu'on dit. Carlyle est d'accord. Le gars admet que Pervaz a dépassé ses attentes. L'homme aux cheveux roux a été particulièrement impressionné par l'habileté des soldats locaux. Pendant la bataille, ils ont agi de manière harmonieuse et efficace. Asha sourit du coin de la bouche. La jeune fille est convaincue que l'armée de Pervaz a réussi à impressionner le prince. Carlyle sourit à la fille aux cheveux noirs. Pendant plusieurs secondes, le marquis et le roux se regardent en silence. Asha décide que le moment idéal pour remercier est venu. « Vous m'avez sauvé des ennuis. Je vous en suis reconnaissant. » Les paroles agréables de la femme aux cheveux noirs à Carlyle. En général, le garçon aime beaucoup cette soirée. Le jeune homme a enfin pu parler normalement avec son épouse. Asha s'est avérée être une interlocutrice plutôt intéressante, mais il n'est pas nécessaire qu'elle le sache. Le jeune homme affirme d'un ton hautain que son acte était tout à fait logique. Si l'armée de Pervaz était détruite, le prince aurait alors des problèmes. Le gars demande si Asha veut dire autre chose. « Non, et vous êtes Votre Altesse ?» La jeune fille jette un regard impatient sur le jeune homme. Elle espère que Carlyle la remerciera aussi. Mais le roux dit qu'il a déjà parlé à Asha de tout ce qu'il voulait. La jeune fille est déçue mais ne le montre pas. Elle se lève, s'incline devant le prince et quitte la pièce. Quelques jours plus tard, palais impérial. Une des chambres. La reine s'assoit sur une chaise et lit une lettre des barbares. Mathias se tient à côté de sa mère, attendant qu'elle dise quelque chose. La reine raconte à son fils l'attaque barbare sur les terres de Pervaz. « Comment est-ce possible? J'ai entendu dire que tous les étrangers avaient été détruits, » dit le blond. Béatrice sourit doucement. La reine est émue par l'ignorance de son fils des affaires de l'État. Il est toujours un enfant. La femme raconte que pendant la Grande Guerre, les habitants de Pervaz ont détruit la tribu Lur. Cette fois, la ville fut attaquée par la foudre. Le gars dit que tous les barbares sont pareils. Et pourtant, sourit Béatrice, nous devrions leur en être reconnaissants? Mathias demande avec enthousiasme. Pourquoi? Ont-ils gagné? La femme répond que, malheureusement, le raid n'a pas été un échec. Les chevaliers de Carlyle ont aidé le marquis. Mathias souffle et souffle. Alors pourquoi remercier ces barbares? Béatrice demande à Shin pourquoi il est si nerveux. Êtes-vous sérieux? Mathias ne se retient pas. Ils sont imprévisibles. S'il y a des monstres, je devrais y aller. Le garçon dit qu'il est nécessaire de retirer de toute urgence Carlyle de Pervaz. Quelqu'un doit faire fuir les monstres.
La reine se lève et dit à Mathias de ne pas s'inquiéter. Elle a déjà pensé à tout. Nous allons recommencer une guerre à Pervase. La femme sourit d'un air menaçant. Les attaques constantes des tribus barbares contre la ville fatigueront Carlisle. Alors il devra retourner dans la capitale. Mathias s'exclame joyeusement. La reine dit que c'est un bon scénario pour le développement des événements. Certes, il aurait été préférable que l'homme aux cheveux roux soit tué par une flèche barbare. D'après les paroles de la mère, des orphelins apparaissent sur la peau du blond. Il semblerait que le blond ne veuille pas que Carlisle meure. Car, encore une fois, qui partira en campagne militaire? Béatrice pose ses mains sur les épaules de son fils. « N'aie pas peur, mon chéri. Si Carlisle meurt, vous ne serez pas envoyé combattre des monstres, car vous serez le seul héritier du trône. » Un roi ne risquerait pas ainsi sa progéniture. Mais le prince héritier doit avoir une expérience militaire. Le blond essaie de nier. La reine dit que tout dépendra de la parole de Mathias. La femme veut se débarrasser du roi lui-même avant que celui-ci, s'amusant avec sa maîtresse, n'ait donné naissance à un autre enfant. Mais Béatrice s'occupera plus tard de son mari, bien-aimé. Maintenant, l'essentiel, c'est Carlisle. La reine montre à son fils une lettre. La société commence à s'intéresser à toi, Mathias. Nous devons continuer à effacer les traces de votre frère. Certes, cela nécessite certains investissements. Biliavaï lit la lettre. Nous fournirons à la tribu Graham des armes pour la guerre contre Pervase. Mais les barbares ne sont pas obligés de gagner des batailles. La reine plie un morceau de papier. C'est vrai, mon fils. L'essentiel est que la guerre dure le plus longtemps possible. Testons l'endurance de Carlisle. La femme dit aussi que le prêtre Gabriel les accompagnera. Temple. Gabriel venait de finir de lire une lettre de la reine. L'homme sourit. Il est content de la façon dont les choses se passent. Pour l'instant, tout est en sa faveur. Le blond se dirige vers la salle de réunion du clergé. 8 hommes sont assis à une longue table en chêne. L'un d'eux se lève pour saluer Gabriel. Cet homme brun aux yeux verts est le secrétaire de la société Golden Branch. Il s'excuse auprès du curé d'avoir brusquement changé de lieu de rendez-vous. Mais Gabriel n'est pas en colère. C'est ta faute? L'homme aux cheveux noirs se tait. Le grand prêtre pénètre profondément dans la salle. Il dit que tous les inconvénients ont été créés par les dirigeants du temple, qui ont fait des compromis avec la société laïque. D'autres clercs soutiennent Gabriel. Nous n'avons pas déformé la parole de Dieu. Nous devons obéir aux lois écrites dans les livres saints, mais l'État nous enseigne comme hérétiques. Gabriel repousse sa chaise. L'homme est content que les prêtres soient à ses côtés. Il lui sera donc plus facile d'atteindre son objectif. Livato nous protégera, dit le blond. Matin. Château de Pervasa. Asha traverse le couloir jusqu'au bureau de Carlisle. Le prince l'a appelé. Seule la jeune fille ne comprend pas pourquoi. Ils discutèrent de tout comme si c'était hier. Une femme aux cheveux noirs entre dans la pièce. Carlisle en costume blanc et rouge y attend déjà Asha. Le jeune homme sourit avec charme. « Bonjour, marquis. » Le gars dit à la fille aux cheveux noirs qu'il l'a appelé pour qu'ils puissent passer du temps ensemble. « Nous ne le faisons pas assez souvent pour le mari et la femme. »« Tu ne le penses pas ?» ajoute le jeune homme. « Non !» répond l'homme aux cheveux noirs. « Mais si tu le souhaites, ça ne me dérange pas de rester avec toi. » Il semble à la fille que Carlisle prépare quelque chose. Et cela inquiète Asha. La marquise partage ses expériences avec la rousse. Le garçon dit qu'il ne travaille pas sur un complot contre Asha et Pervase. Il veut juste avoir une conversation normale avec sa femme. D'où vient un tel enthousiasme, votre grâce? Asha est intéressée. Tu voulais toi-même un mariage sans obligation? Carlisle dit qu'il s'inquiète de ce que pensent les gens. Ils vont certainement répandre des rumeurs stupides sur la vie personnelle du marquis et du prince, qui se voient une fois par semaine. Blackhair admet que Carlisle a raison. Il faudrait vraiment qu'ils apprennent à mieux se connaître. L'homme aux cheveux roux demande à la jeune fille de lui faire visiter le château. Avec plaisir, votre grâce. Asha sourit. La jeune fille décide de commencer par l'étage où vivent Carlisle et ses sujets. L'homme aux cheveux roux dit qu'il n'y a pas si longtemps. Il n'y avait pas de meubles ici. L'homme aux cheveux noirs se fige sur place. Elle comprend désormais pourquoi les serviteurs du prince ont été si choqués en arrivant ici. N'importe qui serait surpris de constater qu'il n'y a aucun meuble dans la maison du marquis. Mais il y a une raison à cela. Asha dit qu'elle ne pouvait pas s'occuper du château à cause de la guerre. Elle a dû soit vendre tous les meubles, soit les utiliser comme bois de chauffage pour survivre à l'hiver. Carlisle a honte de son indignation. Le jeune homme décide de changer de sujet. On dit que la tribu Lure avait 20 fois plus de guerriers que vous. Asha dit que ce ne sont pas des informations tout à fait exactes.
Si je ne me trompe pas, 50 fois. Ils ont attaqué encore et mon père les a arrêtés. Ajoute l'homme aux cheveux noirs avec tristesse et en même temps fier de sa voix. La jeune fille ne veut pas offenser Carlyle, mais il lui semble qu'Amir Pervaz était un guerrier de Dieu. Le roux dit que ça ne le dérange pas. Le type pose la main sur l'épaule de la marquise. Vous ne me croirez peut-être pas, mais honnêtement, je respecte ton père en tant que chevalier. Je suis vraiment désolée que le roi l'ait traité ainsi. Carlyle tourne le dos à Asha et marche dans le couloir. Le garçon remarque qu'il n'y a aucune image sur les murs. Pourquoi? Demande Ashu aux cheveux roux. L'homme aux cheveux noirs répond que c'est encore une fois la foutue guerre qui est responsable de tout. Les habitants de la ville n'avaient absolument pas le temps de dessiner. Quelqu'un se battait et quelqu'un se cachait des flèches ennemies. Mais maintenant tout a changé, dit l'homme aux cheveux roux, et que cela vous plaise ou non, il va falloir faire un portrait de famille et l'accrocher sur l'un des murs. La fille ne comprend pas pourquoi elle et Carlyle ont un portrait s'ils doivent rompre dans moins de 3 ans. Le jeune homme sourit. Pourquoi pas? Pour que tu ne m'oublies pas. Capitale. Salle pour les réunions du clergé. L'homme aux cheveux bleus dit qu'il est impoli de prendre du temps à une personne occupée. Les prêtres devraient donc se dépêcher et commencer la réunion. Cela fait 6 mois que son Altesse Carlyle est allée à Pervaz. Le clergé se demande s'il est temps de faire quelque chose. Après tout, le prince aîné est une personne née avec la bénédiction de Dieu, mais qui ne vit pas selon ses principes. Gabriel dit avec indignation dans la voix que le roux se comporte d'une manière inacceptable. Il marche trop, communique avec arrogance avec les autres et attend en même temps la miséricorde de son père. Son Altesse a de nombreux péchés. Gabriel baisse la tête. Mais Carlyle Evaristo n'est pas le seul païen dans cet état. Les nobles royaux sont fondamentalement des ordures grossières et sales qui ne considèrent pas les gens ordinaires comme des personnes. Gabriel a appris de première main la cruauté de la famille royale. Depuis son enfance, il a été insulté et battu. La blonde a trouvé son salut dans la religion, car tous sont égaux devant Dieu. À l'âge de 12 ans, Gabriel a commencé à étudier la parole de Dieu. Le garçon passait jour et nuit à lire des livres sacrés, lisant chaque mot. Ne divisez pas les gens selon leur statut. C'est lui qui s'en souvient le mieux. Le blond sourit à ses collègues et dit qu'ils n'ont pas le temps d'énumérer tous les péchés de son Altesse Carlyle. « Nous allons créer un saint empire », ajoute l'homme. « Pour ce faire, vous devez aider un prince qui partage leurs aspirations. Les prêtres font tout ce qui est en leur pouvoir pour faire de Mathias le prochain roi. Les personnes présentes dans la salle sont d'accord avec le grand prêtre. La seule question est de savoir comment exactement ils peuvent aider le jeune prince. Gabriel dit qu'il y a un moyen. Pendant que Mathias travaille à sa réputation, l'Église doit changer l'opinion des gens sur le roux. Quelques jours plus tard, la calèche de la famille Dupuis se rend à Pervazom. La comtesse Cecilia est mécontente. Elle n'aime pas la qualité des routes à Pervaza. « Si la voiture n'avait pas été aussi bien faite, dit la jeune fille, j'aurais eu des ennuis depuis longtemps. » La blonde se demande pourquoi elle prend un tel risque. Il y a 1 mois. Maison Dupuis. Le garçon blond dit que Cecilia ne devrait pas aller à Pervez. Ce jeune homme est Elon Dupay, le frère aîné de Cecilia. Il croise les bras sur sa poitrine. « Je ne pense pas que tu seras heureux là-bas. Il n'y a pas de concept de cercle social à Pervaza. » Mais Cecilia se rend dans la ville du Nord pour une raison. La jeune fille aspire avant tout à devenir princesse héritière. Pour ce faire, elle doit épouser Carlyle. Lorsqu'il rompra avec la marquise, la blonde aura une chance de devenir son épouse. La jeune fille dit à son frère qu'elle ira à Pervaz pour le titre. Un autre frère aîné de Cecilia, Dylan Dupay, dit que c'est stupide. Pourquoi une fille essaierait-elle de sortir avec un Carlyle marié alors qu'il y a Mathias? C'est le blond qui est désormais le premier sur le trône. Mais la blonde pense que ça ne durera pas longtemps. Il semble à la comtesse que le roux est plus fort que son jeune frère. Château de Pervaz. Le bureau de Carlyle. Le vicomte entre dans la pièce et s'incline devant le garçon. « Votre Altesse, vous souvenez-vous que la maison Dupay a écrit sur ses intentions pour vous prouver sa loyauté? » Le roux dit qu'il se souvient de quelque chose comme ça. Le vicomte dit d'un ton quelque peu mécontent que la preuve de la loyauté de la famille du comte vient d'arriver au château. Carlyle veut déjà voir ce que les Dupay lui ont envoyé. Comme le garçon est surpris lorsque Cecilia entre dans le bureau. La jeune fille s'incline. « Que la gloire de Dieu soit avec toi. » La blonde s'approche du bureau de Carlyle. La comtesse sourit au prince et dit qu'elle est honorée de le voir. Le jeune homme regarde silencieusement la blonde. 1 minute plus tard, la jeune fille dit au prince qu'elle est venue l'aider. « Quoi exactement ?» demande le jeune homme.
La blonde dit qu'elle est l'une des employées les plus talentueuses de Swallow's Nest. Il s'agit du plus grand centre de formation de toute la région ouest du royaume et du moyen le plus rapide pour recueillir des informations venant de tous les coins du Tchad et au-delà. La jeune fille laisse entendre que tant que Carlyle est ici, il peut lui être difficile de suivre le cours des événements dans la capitale. Cecilia est prête à informer le prince de tout ce qui se passe. La blonde sait déjà que des rumeurs stupides sur la rousse se répandent dans la capitale. On le compare au prince Mathias et on préfère malheureusement ce dernier. Les gens croient que Carlyle voulait tuer son frère érudit par jalousie. La réputation du prince aîné est ternie par les prêtres d'Ella. La rousse fronce les sourcils. Il savait que l'Église était impliquée d'une manière ou d'une autre dans tout cela. Cecilia dit que la reine a récemment nommé plusieurs prêtres à des postes de direction. Mais Béatrice respecte le plus Gabriel Knox. Le prince remercie la blonde pour ces informations précieuses pour lui. La fille s'incline devant Carlyle. « Ma maison te soutiendra dans n'importe quelle situation. » Carlyle se lève et tend la main à la fille. « Je l'espère. Bienvenue à Pervasa, mesdames. Ce n'est pas facile de rester ici. Est-ce que tout ira bien pour toi? » Cecilia assure au prince qu'elle a bien préparé son séjour dans cette ville du Nord. Carlyle ordonne à Lionel d'attribuer une chambre au 2e étage à la comtesse. Carlyle lui-même veut présenter son invité à la maîtresse du château. Quelques minutes plus tard, Cecilia entre dans la pièce. La jeune fille s'essuie le visage avec une serviette. « Tu m'as appelé. » Carlyle s'excuse d'avoir éloigné sa femme de sujets importants. Le gars recommande Cecilia Dupet à Asha, une personne qui l'aidera en affaires. Pour la femme aux cheveux noirs ainsi que pour Carlyle, la visite de la comtesse fut une surprise. Lady Dupet se lève et sourit à la marquise. « Enchantée, marquise. » Chorvolosa dit que la route vers Pervaz a dû être difficile pour la jeune comtesse, car les routes de la ville sont encore en cours de restauration. La blonde dit que seule sa servante était difficile. En raison des rebondissements constants de la voiture sur les nids de poules, elle ne pouvait rien faire. « Je suis sûre que c'était le cas. » Asha répond calmement. La fille demande à Carlyle où vivra son invité. Le gars dit qu'il a réservé des chambres pour Cecilia au 2e étage. La blonde essaie de faire semblant d'être désolée de vivre au même étage que le prince. La comtesse pense qu'Asha va devenir jalouse. Mais non. La femme aux cheveux noirs est calme. « Vous êtes l'invité de son Altesse. C'est donc lui qui décide où vous logez. Le 1er étage est impropre à une jeune femme. » Carlyle sait que sa femme vit toujours dans ce qu'il pense être des pièces effrayantes. Le gars demande à Asha de les arranger. Bien entendu, il paiera pour cela tout le matériel nécessaire. « Bien !» dit l'homme aux cheveux noirs. La jeune fille va quitter la jeune comtesse et Carlyle. La marquise a des affaires urgentes. La rousse et Cecilia disent au revoir à la fille. Chambre du vicomte. L'homme travaille avec des documents, mais il ne pense pas du tout au travail. L'assistant du prince était irrité par l'arrivée de Cecilia. L'homme est également mécontent des bonnes relations entre le marquis et le prince. Dernièrement, tout n'est pas comme il devrait être, il dit. Le vicomte est convaincu que Cecilia se battra pour Carlyle. Elle est aussi gourmande que la reine Béatrice, mais l'épouse du futur roi doit pouvoir soutenir sereinement son mari. C'est ce que ferait ma fille, dit le vicomte. Il décide de convoquer Dorothy, sa fille unique, à Pervaz. Quelques jours plus tard, la fille du vicomte reçoit une lettre de son père. La fille n'a pas vraiment envie d'aller à Pervaz, mais elle n'a pas le choix.